Un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le Forum politique. Aujourd'hui encore, nous allons questionner l'actualité, parler de l'actualité et justement de la réforme de la décentralisation, une réforme opportune mais qui dérange. Nous allons en parler avec nos invités. Il a l'habitude souvent de nous faire défaut. Il s'agit de Georges Anangono, mais ce soir c'est Joël Ataï Guédegbe qui manque au trio. Georges Anangono est présent. Joël Ataï Guédegbe qui nous suit certainement depuis sa position. Georges Anangono, bonsoir. Bonsoir Maël, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Agapit et surtout bonsoir Joël. J'essaie d'assumer cette fois-ci quand même et de régler et de remplacer un peu, de combler un peu son absence, je voudrais dire. Mais j'ai la chance cette fois-ci d'être face à face avec Agapit et je pense que la partie sera belle. Agapit Napoléon Maforica, bonsoir. Bonsoir Maël Georges, bonsoir à tous les téléspectateurs. Effectivement, il y a un clin d'œil à Joël qui nous suit, j'espère bien, et pour qui je fais un coucou en disant, voilà, aujourd'hui c'est sans lui, en Prague, on espère que le duo, enfin, que le face-à-face déroulera bien. Voilà. Vous l'aurez compris, donc nous serons 3 ce soir sur le plateau du Forum politique. Mesdames et messieurs, adoptée officiellement au début des années 2000, la décentralisation au Bénin a longtemps été présentée comme un levier essentiel pour rapprocher l'administration des citoyens, renforcer la gouvernance locale et impulser un développement à la base. 20 ans plus tard, si les communes sont devenues de véritables acteurs du développement territorial, les résultats demeurent mitigés et les critiques ne manquent pas. C'est dans ce contexte que le gouvernement du président Patrice Talon a enclenché depuis 2021 une réforme structurelle de la décentralisation marquée par une volonté de clarification des rôles, l'harmonisation des politiques locales et d'efficacité accrue de la gestion communale. L'un des axes majeurs de cette réforme est la redéfinition des rapports entre l'exécutif local, c'est-à-dire les maires, et les représentants de l'État, les préfets. Et plus récemment, nous avons eu la révocation de plusieurs secrétaires exécutifs nommés SE, au nom de la performance de la redevabilité. Le chef de l'État, dans son discours sans ambiguïté, le 13 juin 2025, devant les maires du Bénin, a défendu l'option d'une recentralisation partielle jugée nécessaire pour corriger les faiblesses du système actuel. Une posture qui suscite autant de plébiscites que d'inquiétudes. Perte d'autonomie des communes, tension institutionnelle, risque de démobilisation citoyenne. Alors, cette réforme est-elle véritablement opportune en ce qu'elle vient renforcer l'efficacité des administrations locales ou dérange-t-elle car elle rabat les cartes du pouvoir territorial au risque de d'affaiblir l'esprit de la décentralisation? Mesdames et messieurs, autant de questions auxquelles nous aurons réponse sur ce plateau avec nos invités. Mais pour entrer en matière, je vous invite à suivre justement le propos liminaire du président de la République devant les maires et élus locaux. C'était le vendredi 13 juin 2025. Il rappelait les raisons qui ont motivé la réforme. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes
apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. C'est ce qui a donné lieu, mesdames et messieurs, à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec, en point d'orgue, la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques. En application de cette réforme, les élus ont la responsabilité de tracer les grandes orientations du développement communal. Les techniciens, pour leur part, doivent les mettre en œuvre concrètement sur le terrain et en assurer la gestion administrative et financière dans le respect des règles de bonne gouvernance. Les différents rapports de la cellule de suivi qui ont parfois conduit à des sanctions en raison de graves dérapages que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore suffisamment intégré l'esprit de la réforme, 3 ans donc après son avènement. La réforme de la décentralisation visait donc à mettre fin au dysfonctionnement et à renforcer l'efficacité locale et à mieux articuler l'action publique entre les différents échelons. Permettez-moi de commencer par vous, Georges Anangonou. Qu'est-ce qui n'a pas donc marché avec la réforme pour qu'on en arrive là, pour qu'on en arrive à un bilan collectif entre le président de la République et les élus locaux? Oui. Moi, j'aurais bien voulu étudier, analyser tout ce qui s'est passé jusque-là pour pouvoir tirer une conclusion. Vous voyez, donc je ne peux pas, ce serait audacieux de ma part, de trouver tout de suite qu'une réforme n'a pas marché. Non, puisque la réforme, elle est en cours. Et puis, je pense qu'il y a d'autres lois aussi qui se préparent. Et que la séance que le chef de l'État a eue avec les élus locaux la dernière fois, c'était pour faire un point. Et que ce que chacun trouvait qui pouvait bloquer, et c'est ce que je dis toujours pour un test, si on est en train de mettre en œuvre un test, au fur et à mesure, il faut se revoir, à corriger ce qui a corrigé, et permettre ainsi la suivi de la réforme. Donc moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être à l'exercice auquel vous allez nous soumettre ce soir, va certainement nous permettre de tirer une conclusion sur une réforme. Nous avons 77 communes, et peut-être vous en arriverez tout à l'heure de constater que dans certaines communes, certainement ça n'a pas marché, mais sur 77, même si c'est 10 qui ne marchent pas, c'est que la réforme avance. Merci à vous. Alors, Agapita Napoléon Maforican, est-ce qu'on peut entrer un peu dans les raisons qui ont motivé la mise en place de la réforme? Oui, c'est ce que je disais, Georges, tantôt. On ne peut pas parler de pourquoi la réforme ne marche pas sans parler des causes de la réforme. Donc, du coup, parler de la décentralisation au Bénin, et ça, nous devons déjà commencer par dépoussiérer et par les mémoires des gens. Avec une piqûre de rappel, la Constitution du Bénin a prévu que les collectivités territoriales s'auto-administrent, pas des librement, pas des conseils élus. La décentralisation, ce n'est que ça. C'est-à-dire que le Bénin est un État, c'est un État, il n'y a pas plusieurs chefs, c'est un État sur toute l'étendue du territoire national, mais la Constitution a prévu que des collectivités territoriales sont créées et que ces collectivités territoriales s'auto-administrent librement par des conseils élus. En le disant, c'est que la Constitution confère à des conseils, donc à des collectivités, des pouvoirs qui sont normalement gérés directement par l'État central. Et les rencontres d'États généraux, machin, tout ça, forats, séminaires, ont débouché sur les lois de 1997, dont la plupart ont été promulguées en 1999, et qui ont permis d'avoir le cadre légal de la décentralisation au Bénin, les premières élections ayant lieu en 2002, et qui ont débouché, et d'autres en 2002, il me semblait, et 2002-2003, si je ne me trompe, ou 2002, donc 2002-2003. Donc, on a choisi les anciennes districts, les anciennes sous-préfectures ou circonscriptions urbaines comme le seul niveau de la décentralisation.
Donc notre décentralisation, c'est à un seul niveau. Donc c'est le niveau communal et c'est les anciens sous-préfectures sous le relevé démocratique ou les anciens districts. Les 77 communes qu'on a aujourd'hui, c'est les 77 districts créés en 1978 par le PPB. C'est les 77 districts urbains ou ruraux créés en 1978 par le PPB qui sont devenus les 77 sous-préfectures ou circonscriptions urbaines après la conférence nationale dans la charte de la transition. Donc c'est ces entités-là qui sont aujourd'hui nos communes. Un seul niveau. Le patron de la commune, c'est le maire. Il est élu par un conseil communal ou municipal, et ainsi de suite. Voilà un peu le cadre de 2002. Et quand il se mettait en place. Mais la gestion n'a pas été. Normalement, la gestion au niveau local se voulait plus vertueuse et non porteuse des tares au niveau du niveau national. Or, on a compris simplement qu'on a descendu, on a décentralisé également les tares. Et donc, 20 années après, 10 années, 20 années après, on a constaté ce que le chef d'État a dit. Donc voilà, ce que le chef d'État a dit là, ce n'est pas sur la réforme, c'est sur le bilan de la décentralisation au Bénin. Et c'est ce bilan-là, avec des maires qui sont déchus par-ci ou par-là, des crises à ne pas en finir, crise de tutelle, crise de déchéance de maires, administration inexistante, débat sur le transfert des compétences, et ainsi de suite, gabégie, mauvaise gestion, corruption comme la gestion de l'État. Donc, la réforme se voulait utile pour corriger cet art. À mon humble avis, la réforme, elle est venue à un moment opportun, mais elle a été brutale, à mon humble avis. Elle n'a pas été préparée. Les maires qui ont été installés en 2000 n'ont pas été préparés à cette réforme. Ça leur est tombé dessus. Du coup, est-ce qu'il y a eu une adhésion à la réforme? Entre ce que les gens disent devant le chef d'État et ce qui se fait dans les communes, ce n'est pas évident. Ça lui a été imposé presque. À mon humble avis, il a manqué un petit ressort à cette réforme. Très utile, mais dont l'achalandage n'a pas été suffisamment, disons, préparé. Je donne un truc à l'exemple, c'est le SE. C'est l'alignement d'abord du SE et du maire. Et ensuite, le fait que le SE provienne d'une liste un peu comme désignée, disons, au hasard, bref, on n'est pas peut-être encore là, on est au cours. Donc, voilà un peu, ça ne marchait pas. Il fallait bien trouver de nouvelles solutions. Est-ce que celle qu'on a aujourd'hui est pérenne et autres, on aura l'occasion de... Georges Anangono, en tant que sociologue, quelle analyse pouvez-vous faire aujourd'hui de la décentralisation? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque moi je veux parler de décentralisation, peut-être je me retourne toujours chez moi. Je me retourne toujours chez moi où je pense que j'ai grandi avec le district. Avec un chef de district nommé par le pouvoir central et qui s'installait et qui dirigeait. Quand j'arrive aujourd'hui, si je fais une comparaison, c'est que je cherche à voir, est-ce que le maire aujourd'hui est-il plus proche des populations? Oui ou non? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que, avec la nouvelle loi, avec la décentralisation, les nouveaux formules, tout ce que vous voulez, est-ce que l'administré se sent vraiment intéressé par la réforme induite par le chef de l'État? Il y a des spécialistes qui vont peut-être, qui vont aller faire des études et des enquêtes, parce que ça aussi c'est important pour pouvoir voir ce que la réforme donne. Il faut qu'on aille voir auprès des populations, auprès des citoyens, qu'est-ce qu'ils sont en train de sentir. Est-ce que du moment de district, où le chef de district tout-puissant était là, et après le maire, mais il y a encore une transition, rappelez-vous, que quand on a installé la décentralisation, et qu'on faisait on fait l'élection pour élire le conseil communal, les gens trouvaient autre chose. Après, comme le Benoît est malin, on changeait les maires à tout de rôle. Cette instabilité, nous pouvons constater que ça ne permet pas de développer un milieu. Parce que ça ne permet à personne de mettre en place un système ou un projet pour la commune.
Vous faites votre projet, pour peu que vous avez fâché 2 ou 3 conseillers, eh bien, on vous suspend, on amène quelqu'un d'autre. Je pense que la réforme, depuis l'élection communale, les élections locales de 2021, c'est ça? Non. Oui, la dernière élection qui a permis de mettre les maires en 2020. Depuis l'élection de 2020, avec la loi, heureusement aussi, la loi explicative qui était entre-temps sortie, ça a permis aujourd'hui pour que nous puissions avoir une certaine stabilité. C'est vrai, parfois il y a des tentatives, mais quand on regarde les tests en place, les gens n'arrivent plus à aller jusqu'au bout de leur truc là. Ça permet aux maires qui sont là depuis 2020, c'est vrai, c'est pas 4 ans dans la gestion ou 5 ans dans la gestion d'une cité, c'est pas forcément beaucoup pour apporter beaucoup de réformes. Mais ce que je sais, par exemple, aujourd'hui, dans ma commune, vous ne pouvez pas avoir un décès chez vous et l'enterrer sans l'avis de la mairie. Cette gestion, elle existe aujourd'hui. Si vous allez vraiment enterrer à la maison, c'est quand le maire vous autorise. Sinon, quand vous le faites, le maire est capable... Plus loin, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des manifestations. Vous avez perdu quelqu'un, vous pouvez mettre des bâches, vous pouvez mettre ici, vous ne pouvez pas le faire sans que vous allez prendre l'autorisation de la mairie. Alors, donc, les populations sont vraiment administrées par l'administration communale qui est là. Ça, c'est une relation effective qui se développe entre les élus et les administrés. Ça permet à l'administré de dire oui, mais attends, j'ai vraiment une structure, on a vraiment une administration communale qui travaille et qui met. Maintenant, on peut aller chercher quelles sont les retombées pour la population. Je voudrais parler du développement, je voudrais parler de l'amélioration des conditions de vie des populations. Qu'est-ce que nous avons pu obtenir? Je ne vais pas rester ici sur ce plateau pour tirer des conclusions. C'est pourquoi moi je dis qu'il est nécessaire qu'au moment où le chef de l'État veut faire le bilan de cette réforme-là, qu'on puisse aussi trouver les moyens de prendre l'avis des administrés, de prendre l'avis de ceux qui vivent la décentralisation au quotidien pour savoir que, nous avons vraiment avancé, nous n'avons pas avancé. Ce qui, je ne voudrais pas, comme l'a rappelé, aller déjà vers les SE, parce que c'est quelque chose qui est venu s'ajouter. À un moment donné, c'est une décision que l'État, par rapport à des tests donnés, pour dire il faut qu'on puisse penser autrement la gestion. Peut-être aussi que ça, comme c'est les SE qui ont pris les choses en main, ça peut-être diminue cette volonté de déstabiliser l'administration de la commune régulièrement. Nous pouvons dire effectivement aujourd'hui qu'il y a cet acquis-là, qu'aujourd'hui, eh bien, on ne se lève plus seulement pour enlever le maire. On ne se lève plus seulement pour faire partie le maire. Les tests ont été corsés. Ça, je ne sais pas, en 2026, les maires qui seront élus, ceux qui sont là, pourront maintenant faire un bilan. Qu'est-ce que vous avez fait pour la ville? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre commune? Ils pourront faire un bilan et ça permettra aux citoyens d'évaluer ce bilan-là et de faire un choix pour les 5 années encore à venir. Merci à vous, Agapit Apléoma Forican. Écoutez, je pense qu'il faut, par rapport au lien gouvernant-gouverné, il faut voir sous le PRPB, les districts, les chefs de district n'étaient pas nommés systématiquement. Ils étaient élus par la base. Ils étaient élus par la base, mais ils étaient élus par 3. Donc, chaque district, lorsque vous les lisez, parce que vous voyez, la décentralisation, la réelle, nous l'avons vraiment appliquée sur le PPB. Hein, la vraie décentralisation, il y avait plusieurs niveaux. Il y avait au niveau local, les comités régionaux, les comités révolutionnaires locaux, CRL, où il fallait élire le chef de quartier, il fallait élire le conseiller local, et dans lequel il y a le chef de quartier et le chef de village. Après, on vient au niveau du comité révolutionnaire de district, CRD, ou les CRAD, comité révolutionnaire de district, CRD, où il faut élire, parmi les élus locaux, on élit maintenant les membres du comité révolutionnaire de district. Et parmi les élus du district, on élit les membres du comité révolutionnaire de province. Donc, il y avait une sorte de pyramide de la base vers le sommet, qui fait qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ça, c'est la première chose. Les 3 qui sont désignés par district, le bureau politique, maintenant, les envoie en mission. Pas nécessairement dans les communes dans les districts dans lesquels ils ont été désignés.
Donc, vous êtes 3. On choisit peut-être, nous sommes 3 ici, Maël, Agapi et Georges. Le PPP choisit Georges. Parmi nous, donc, nous, on les laissé de côté. On est des élus locaux, on reste dans nos localités. Mais là, Georges, nous avons été désignés peut-être à Boycon. On peut envoyer Georges maintenant à Glazoué. Ou bien on peut l'envoyer à Zangalando pour être le chef de district. C'était ça sur le PPP. Bien. Mais. Vous êtes tous des élus? Ils étaient élus à 3. Par 3, oui. Okay. Et non, pas de parti. Les populations, vous candidatez, vous déposez votre dossier normalement, et on vous élit, vous les 3. Le parti regarde maintenant vos dossiers, parmi les 3, et choisit un sur les 3. Donc dans chaque district, c'est 3 qui sont désignés. Partout, tout, même pour l'Assemblée nationale révolutionnaire, c'est tous 3. En fait, le système fait quoi? Comme ils disent, un système avant-gardiste. Le peuple lui-même désigne 3. Et maintenant, on se dit, bon, le peuple a désigné 3. Ça veut dire que les 3 peuvent faire le job. Nous, on regarde les dossiers des 3 et on prend un des 3. Puis, pour un poste, on désigne 3. Donc, il faut choisir maintenant un pour que le poste ait lieu. Et c'est comme ça que, donc pour 77 communes, on va désigner par commune 3. Et le PPP choisit 1. Donc, ça fait 77. Sur les 77 communes, donc, on désigne peut-être 230. Donc, ça fait 231 à raison de 3 par commune. In fine, c'est 1 par district. Mais pas nécessairement dans son district. Celui qui est élu à Porto-Novo peut être envoyé à Djara, celui qui est élu à Djara peut être envoyé à Djoum, celui qui est allé à Djoum, ainsi de suite. Bien. Mais le système de gouvernance était tel que il y avait les populations étaient proches, les élus étaient proches des populations, parce que c'était un système décentralisé, réel, avec comme cellule de base le comité révolutionnaire local. Et au niveau local, il y avait toutes les organisations de membres du parti, CDR, les jeunes et autres. Donc, c'est différent. Après le renouveau démocratique, on a reconduit les mêmes communes. Mais on a quitté le district, on est venu à circonscription urbaine et sous-préfecture. Et là, c'est l'État qui nommait directement. Là, il n'y avait pas d'élection. C'était une élection du chef-sire, du sous-préfet. Et là, on a vu la main du politique. C'est là que des crises ont commencé. Parce que dès lors que l'opposition est dominante dans une zone où le sous-préfet est envoyé par le gouvernement, parfois ça fonctionne très mal. L'un des cas épiques, c'est le cas de Zer, dans les années 90, avec le conflit d'Assigli et Roudé, et dont le maire, comment il s'appelait à l'époque, était un peu une des victimes. Très proche du préfet d'Assigli, il a fait les frais avec Roudé. Donc, parce que c'est Roudé qui l'aurait proposé à l'époque au Soglo. Donc, il y avait ces situations-là qui n'ont pas permis réellement qu'une joue. Mais c'était une déconcentration. Ce n'était pas une décentralisation. C'était une déconcentration. Donc, c'était l'État qui nommait, qui donnait les instructions et la fonction. Avec la décentralisation, on a reconduit en fait les mêmes tas. C'est-à-dire, les partis politiques pensaient que les communes étaient leur bastion. Et ont descendu les problèmes à ces niveaux-là. La gabégie, les choses, même les maires n'étaient pas toujours des administrés, des gens d'un certain niveau qui savent gérer une administration. En fait, je dis tout ça pour montrer l'utilité de la réforme. En fait, les maires n'étaient pas outillés. Ils sont les chefs de l'administration communale, mais ils sont les patrons hiérarchiques, mais ils ne connaissent pas la gestion. Alors, ils font venir des secrétaires généraux qui parfois font de leur... Il y avait toujours une équipe technique au niveau de la mairie qui s'occupait de l'administration. L'État n'envoyait pas. Eux, ils n'étaient pas changés. L'État n'envoyait pas. Non, et il n'y avait pas toujours un personnel décentralisé. Au moment où la décentralisation avait lieu, l'un des gros problèmes, c'était le personnel des communes. Il n'était pas de qualité. C'était des petits niveaux. Tu sais, du district, déjà, au niveau du district, déjà, oui. On avait des administratifs qui gérait la commune avec le préfet qui était là, oui. le sous-préfet du moins, d'accord? Et quand on a changé d'administration, on est rentré dans la réforme, les administratifs étaient toujours là. Parce que moi, je considère d'ailleurs que ces gens, ils avaient beaucoup d'expérience et qu'on n'avait pas besoin, jusqu'à aujourd'hui, quand vous prenez ce qui se passe dans une mairie, à part le SE, qui est envoyé par le gouvernement, je pense qu'il doit y avoir 2, envoyés par le gouvernement. Tous les restes, c'est les administratifs qui étaient là, qui travaillaient avec les maires depuis fort longtemps. Non. Si. C'est là le gros problème que les maires ont eu. Le personnel n'était pas de qualité.
c'était les niveaux très bas. Oui, bien sûr. Et ensuite, beaucoup sont allés à la retraite. Et l'État n'a pas toujours honoré l'engagement d'envoyer des cadres. Et beaucoup de cadres n'aimaient pas aller parce qu'il n'y avait pas une situation administrative réelle. Bref, il y avait un gros problème. Les communes à statut particulier ou les grandes communes comme Cotonou, Porto-Novo, Calavi, à Boycon, je sais pas, Lokossa, à travers des grandes villes, ça fonctionnait. Mais les communes intermédiaires avaient des gros problèmes de fonctionnement parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les vrais problèmes des mairies ou des circonscriptions administratives, si tu veux, étaient les problèmes politiques. Non, Parce que l'instabilité au niveau de la commune, c'est surtout au niveau des élus locaux qui peuvent l'autre te pétanque, l'autre t'enlève, et puis il n'y a plus le temps de faire un vrai programme de développement. D'ailleurs, le programme de développement s'appelait... il y a les programmes de développement conduits par les communautés, Voilà. il y a les programmes annuels, il y avait plusieurs niveaux. Il y avait plusieurs niveaux. Le PDC, c'était oui, le PDC, oui, le programme de développement communal. Voilà. Oui. Et qu'on peut se demander, avec les instabilités qu'on avait, on n'arrivait jamais à faire le point d'un PDC, de passer du première génération au deuxième génération, je ne sais pas à quelle génération ils sont aujourd'hui, mais toujours est-il que, au fait, les administratifs ne pouvaient suivre que l'impulsion du maire. D'accord? Dans le temps, dans le tour. Aujourd'hui, le SE est venu. C'est vrai que tu fais les... D'accord, voilà. En fait, tu as posé le problème politique. Il y avait les problèmes politiques, il y avait les problèmes techniques, il y avait les problèmes financiers et logistiques. En fait, c'est un ensemble de problèmes. Et les fonds PADEC sont arrivés pour corriger. L'État a mis en place plein de structures pour corriger, pour aider, pour accompagner. Mais c'est là que les problèmes politiques viennent se greffer aux problèmes techniques. Le problème du personnel est un gros problème. Parce que j'ai eu à travailler un peu sur ça. J'ai vu j'étais dans les communes où il n'y avait qu'un seul cadre. Niveau licence, au niveau bac plus 2, qui est le SG. Oui. Mais tout le reste, c'est un niveau CEP. Et payé sur quel fonds? Pas payé par l'État, payé sur fonds communal. Et donc, ça ne stimulait pas. Le salaire, il n'y avait pas un bon suivi, il n'y avait pas un bon salaire. Bref, il y avait donc ces trois niveaux en tout cas de problèmes. Tu évoquais le technique, tu as évoqué le politique, il y avait les financiers et logistiques. Quand on met tout ça ensemble, ça faisait une belle bouillabaisse. Ça ne permettait pas le développement attendu. Tu as parlé du PDC et des autres programmes. Les PDC étaient votés. Oui. Mais après, même leur déclinaison annuelle était faite. Après, il faut trouver les moyens. Après, il faut trouver les cadres techniques pour faire le suivi. Après, il faut que l'État, puisque c'est un État unitaire, il faut que l'État aussi gicle. Parfois, certains préfets ont géré mal la tutelle. Parce que les relationnels entre les maires et les préfets n'étaient pas tout. Au fait, il y a un ensemble de paramètres qu'il fallait bien évaluer 10 années après ou 15 années après. On a mis en place les fonds FADEC. Les fonds FADEC ont été détournés par tellement de maires. L'Assemblée nationale, sous Nango, a fait, je pense que c'est la 8e ou le 7e ou 8e législature, ils ont fait une mission parlementaire d'enquête. Ils avaient des rapports, ils sont allés plus loin. Ils ont regardé les rapports. C'était catastrophique. Donc, au moment où le salon venait, effectivement, la situation était très critique au niveau des communes. Il fallait prendre des mesures. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les mesures prises sont à la hauteur des attentes? Est-ce que les mesures prises étaient celles qu'il fallait prendre? Est-ce que les mesures prises valaient la peine? Peut-être là, je ne sais pas si on est dans le débat, mais le cadre ainsi peint n'était pas en faveur du développement de nos communes. Et je pense qu'il fallait bien une action. Il fallait quand même aussi, effectivement, parce que les fonds FADEC, tu dis, c'est facile qu'on trouve rapidement que c'est détourné comme ça, parce que les fonds FADEC, c'est des fonds de l'État qui sont transférés aux communes. Oui. Et quelle gestion a été faite? C'est vrai qu'il y a eu des rapports. Ces rapports-là, on devait les connaître. Parce que si on ne tire pas suffisamment conséquences de ce qui s'est passé avant, on ne peut pas prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Est-ce que les décisions qui ont été prises après, avec l'arrivée du président Talon, à la présidente Talon, est-ce que c'est des décisions prises en tenant compte réellement de ce qui se passait pour savoir que les décisions prises aujourd'hui viennent en réponse aux problèmes que les populations avaient avant qu'on arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que la commune arrive aujourd'hui à faire? Il n'y a plus de fonds FADEC.
Mais à part depuis que le gouvernement a mis SE en place pour gérer les choses, quelle est la gestion qui se fait aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne gestion par rapport à ce qui se passait? Parce que si on ne fait pas attention, nous allons amener des réformes et finalement, les populations vont continuer de vivre les mêmes choses alors que des réformes sont passées par là. Il faut aller au fond. Il faut savoir quel problème on veut régler. Moi, je ne sais pas, mais il me semble que les deux plus beaux véhicules qu'il y a au niveau de la commune de Oupa aujourd'hui, c'est le véhicule du maire et c'est le véhicule du SE. Et parfois, même quand vous voyez la réalité de la commune, la réalité de l'administration communale, vous dites que bon, le véhicule n'est pas à sa place. Parce que vous voyez le maire dans un véhicule balèze, très bien, vous voyez le SE, mais après, il n'y a plus rien dans la commune. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut solutionner et que les contrôles soient toujours présents pour être sûr que les orientations données sont suivies. Et je pense que la séance que le chef de l'État a eue avec les élus locaux la semaine dernière, ce séminaire, était venu vraiment à point nommé pour permettre de faire, et c'est sûr, l'administration actuelle ne fait pas les choses à la légère. Peut-être qu'on a passé en revue ces problèmes-là, parce que le président Talon veut savoir où est-ce qu'il a construit, il a conduit l'administration décentralisée avant de passer la main. Ça, je suis d'accord. Mais encore qu'il faut qu'on puisse connaître les résultats de ce séminaire-là pour pouvoir analyser de près ce qui est arrivé. Parce que ce serait qu'est-ce que je voulais? Ce serait dommage si ce que vivaient les populations avant les touches du président Talon, que les populations continuent de vivre la même chose, alors la réforme serait passée par là, mais n'aurait apporté que des véhicules aux maires et au SE. Quelle logique répond donc à la mise en œuvre de la réforme concrètement? Justement, moi je pense que si une réforme vient se mettre en place, c'est pour répondre au tas, comme le disait Agapit, mais dans son développement, il a montré qu'on est parti et on a emporté l'État avec les nouvelles réformes. Aujourd'hui, depuis que, je vais prendre à partir de 2020, où il y a eu les élections au niveau des maires, on a certainement apporté des réformes. Jusque-là, les fonds FADEC n'existent plus. Aujourd'hui, comment se fait le financement de la mairie? Est-ce que l'État continue toujours de mettre des fonds à disposition de chaque commune pour pouvoir faire... Parce que ce qui peut conduire effectivement à la réforme, c'est de chercher à régler les problèmes qui se posaient avant, dans la gestion de nos populations, avant que la réforme n'arrive. Ce que je constate aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de choses, mais quand vous prenez même comment demander l'acte de naissance et tout, c'est plus le truc c'est pas la réforme de la mairie. En réalité, c'est la réforme générale que l'État a mise en place, qui profite aux populations jusqu'à ce niveau-là, où les gens n'ont pas de problème aujourd'hui pour demander leur acte de naissance ou leur pièce d'identité nationale. D'accord? Donc, ce n'est pas une réforme intrinsèquement liée à la mairie. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on a apporté vis-à-vis de la mairie. Et je dis, ces choses, manque de développement, manque de moyens pour les mairies, manque de tout ce que vous voulez, manque même de cadre technique, comme le disait Agapi tout à l'heure. La mairie, aujourd'hui, est-ce que ça a le même visage? Moi, je pense que tu dis qu'est-ce qu'il nécessite, c'est pour qu'on change de visage, c'est pour qu'on change la méthode, c'est pour qu'on puisse changer l'orientation du développement au niveau de nos communes. C'est pour ça que la réforme est venue. Est-ce que le résultat est là? Il faut peut-être chercher les actes du séminaire qu'ils ont tenu avec le chef de l'État la semaine dernière pour pouvoir le dire. Mais toujours est-il que le besoin était là et qu'il fallait réformer. Nécessairement. Moi, je pense qu'il faut qu'on voit, si on n'analyse pas l'État et la mise en œuvre de la réforme, on ne peut pas venir au séminaire. Le séminaire du chef de l'État est un acte politique. Ce n'est pas un acte technique, c'est un acte politique. Ce que je veux dire, c'est quoi? D'abord, les fonds FADEC existent toujours. C'est pas une bonne enveloppe de 58 milliards pour peut-être l'année 2025. Les fonds FADEC n'ont pas disparu. Ils existent. C'est la gouvernance qui a changé. Le diagnostic que nous avons fait par rapport à la structuration de nos communes sous la décentralisation, il faut qu'on le pousse au regard des réformes portées par le président Talon. Les réformes sur le terrain partisan ont imparti l'administration communale. Tu as parlé tout à l'heure de la loi explicative et complétive. Quand, malgré qu'il était UPBR et on est allé aux élections de 2020, la cacophonie qu'on a observée sur le champ a obligé les députés
a voté la loi complétive. Alors qu'il ne sont que 2 partis. Dans le code de 2018, on a expliqué comment on devrait, dans le code de 2019, c'est expliqué comment on devrait désigner le maire. Mais une fois l'élection faite, chacun commençait par se voir maire. Et cette cacophonie, malgré les mots d'ordre des partis, les gens ont maintenu leur candidature. Mais la politique ne peut pas valoir tout. Ou bien tout ne peut pas valoir politique. Ils sont libres, mais ils sont dans un parti politique. Le parti a estimé, le code électoral a estimé que le parti qui a gagné puisse avoir le siège. Pourquoi? Mais c'est pour corriger les erreurs du passé. Où un parti vient, je me rappelle en 2015, non, à Segbana, où le parti de l'Union de Sakalafia, l'Union portée par Sakalafia, a fini par gagner, mais pas avec le candidat porté par Sakalafia, si je ne me trompe. Hein. Le candidat porté par Sakalafia est entré en coalition avec les candidats de Yahi, de FCBE, à l'époque, je peux me tromper, et elle a été désignée maire avec une majorité des voix de Yahi, des proches de Yahi, mais toutes les autres fonctions ont été, tous les autres postes ont été pris par... C'est ce qu'il allait se passer en 2020 quand la loi explicative... Ce qui est une vraie pagaille. Politiquement, ça s'explique. On va dire que c'est un rapport de force sur le terrain. Mais du point de vue de décentralisation et des missions qu'on attend, il faut une cohésion. Et c'est ces cohésions-là qui ont manqué, qui ont créé des déstabilisations à ne pas en finir des maires. La loi complétive a eu le mérite de ne pas nous laisser au hasard d'un contentieux qui aurait pu aller dans un sens comme dans un autre. Ça n'a pas été bien vu par certains. Mais c'est le mérite de créer désormais un ordre. L'ordre que, au sein d'une majorité, dans une commune, il y a une cohésion, une cohérence dans les choix. La majorité désire le maire. Ce qui me paraît logique. Mais on aurait pu aller plus loin dans ces changements en disant, mais en même temps, quand on a mis en place des listes, on sait que la liste de Segbana est portée par M. X, M. Y. Et on sait que si le parti la gagne, c'est X qui sera maire. À mon humble avis, ça aurait été plus cohérent. Par exemple, consacrer Porte-Nouveau, consacrer Cotonou, consacrer si le BR gagne, Calavi, c'est Inc qui sera maire. Si l'UP gagne, Calavi, l'UPR, c'est Inc qui sera maire. Si le FCB ou les démocrates gagnent, c'est Inc ou Y qui sera maire. C'est ça qu'on sait. Donc on sait que la liste est portée par telle personne et les autres savent en même temps ça. C'est plus clair à mon humble avis, mais c'est pas ça que la loi a dit. La loi permet à la direction du parti de désigner celui qui va être maire et on le soumet à... Ça, c'est l'une des réformes... La loi permettait de faire en quelque sorte ce qu'on appelle aujourd'hui accord de gouvernance. Oui. Parce qu'en ce moment, on nous a dit c'est les partis qui doivent s'entendre et la loi explicative, dont on est en train de parler en ce temps-là, je me rappelle, ne permettait pas aux partis qui sont de la mouvance de faire alliance avec un parti d'opposition. Oui, ça c'était un autre niveau. Ça, moi je parle déjà de fait qu'un parti a déjà la majorité, directement. Oui, d'accord. Là, il n'y a pas d'accord. Mais dans plusieurs maintenant, s'il n'y a pas de majorité, un seul parti n'avait pas la majorité. Là où il n'y a pas de majorité, là, c'est les partis de même chose. Donc, c'est UP et le BR. Les partis qui sont de même obédience. Je veux dire, pas obédience qui est idéologique, mais obédience politique. Oui, c'est-à-dire qu'avant ça, on pouvait former, l'essentiel, c'est de former la majorité communale, d'accord? Oui. C'est ce que les gens ont cru. Et donc, quand on est sorti des élections en 2020, les gens ont commencé par négocier les majorités de toutes parts. Et donc, quelque chose allait échapper. Et à la mouvance présidentielle. Et c'est là où... Pas à la mouvance présidentielle. C'était pas à la mouvance présidentielle. Bon, si tu veux, mais moi, ce que j'ai vécu, moi, me permet de dire... toi, l'exemple de Bopa... Non, c'est pas Bopa. Je me rappelle. Non, mais il y en a eu un peu partout, Agapi. Ne mets pas Bopa en exemple, mais il y en a eu un peu partout. Moi, je connais des réunions qui ont eu lieu au sein de notre parti politique. Quand tu regardes les 5 communes que FCB a gagnées, Copago, Parakou, ce n'était pas cohérent. Donc, si on fait les ratios, si FCB a 5 communes, et déjà à Copago et à Parakou, ce n'est pas cohérent. Donc, si l'autre qui a 20, on fait le ratio. Donc, ce n'est pas en regardant... Les problèmes qu'il y avait... Non, je suis d'accord avec ça. Donc, on regarde même, oui. Si la loi explicative, c'était ça, n'était pas intervenue, la cacophonie qu'on vivait avant,
Parce que des majorités formées de cette manière-là, c'est des majorités qui peuvent se casser à tout moment. Donc la loi, effectivement, a permis de régler ce problème-là et d'accorder une certaine stabilité dans la gestion pour les communes jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de majorité, c'était une affaire de vision. Ce n'était pas pour la majorité que c'était fait, c'était pour la vision. Ça a permis à Parakou d'avoir son maire. Sinon, chaque Toko avait gagné. Donc, ça avait permis, au moins la réforme a permis à Parakou d'avoir son maire sans qu'il y ait négociation BR. Donc, il n'y a pas de BR FCBE à Parakou. Donc, avant, il y avait un jeu entre BR et certains FCBE qui, finalement, devaient porter Michel Toko comme maire, par exemple, à Parakou. Et je me rappelle quand, même si c'est pas qu'à Parakou, c'est à Copago, on a vécu ça. À Porto Novo, on a vécu plusieurs candidatures. Comme je l'ai dit, à Ifani, à Kobli. C'était un peu légion où les candidatures se sont créées au-delà de ce que les partis. Ensuite, donc, alors, cette question a été réglée par le code électoral. Mais la loi 4 de la décentralisation elle allait plus loin. Ici, maintenant, donc les réformes politiques ont permis de stabiliser un certain nombre de choses dans nos communes. Parce que moi, les réformes politiques ont permis d'avoir des assemblées communales plus cohérentes, soit dans les majorités claires, où c'est le parti qui prend la main et non les jeux internes, les jeux de coulisses. Ça, c'était important. Après, ça peut être ce qu'on peut reprocher à ce système, ce qu'on peut lui reprocher, parce que rien n'est aussi absolu, c'est que ça empêche les jeux politiques. Donc, du coup, ça enlève aux membres élus. La sève même de jeux politiques. Non, c'est pas la sève. Oui. Ça réduit le champ. Or, la commune n'est pas censée faire de la politique politicienne. On n'a pas de développement. Donc, normalement, c'était l'approche, à mon humble avis, permet que les gens se concentrent sur les aspects du développement au lieu de se concentrer sur les coalitions qui vont ouvrir et se casser. Mais la loi cadre est venue pour corriger certains tas, dont c'est la loi maintenant qui a intégré le SE, qui devient patron absolu et libre de l'administration, ce qui n'était pas le cas dans les autres textes. Et ça, c'est une révolution que ça a apporté, une révolution à laquelle les maires n'étaient pas préparés. Les maires de 2000 n'étaient pas préparés. Et même les citoyens. Bon, les citoyens, ça ne change pas grand-chose, mais au moins, ceux qui sont concernés directement, c'est les partis politiques et les maires. Les partis politiques, même, certains étaient surpris. Alors, le maire de Tori a été, oui, c'est lui, non, c'est pas Tori, c'est pas Marcel, non. Libérez-nous notre budget ou bien donnez-nous, laissez-nous notre budget. Alors, en le disant ainsi, il était le porte-voix de pratiquement tous les maires. Donc, la réforme, à mon humble avis, elle a été sans doute bien pensée, mais elle est venue brutalement et a perturbé les maires. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que cette région fait qu'on peut trouver les échecs éventuels, je ne sais pas. On va peut-être analyser d'autres échecs tout à l'heure. Mais, à mon humble avis, c'est devenu un moment où les gens ne s'étaient pas préparés pour. Et à mon humble avis également, c'est arrivé, le mécanisme lui-même a dépouillé le maire quand même un peu de sa puissance politique. De sa puissance politique. Or, nous parlons de commandement. Alors, si un commandement, vous n'avez pas votre puissance politique, alors que vous venez d'une élection, ça pose quand même quelques problèmes sur lesquels on peut revenir. Merci à vous, Georges Anangonoui. Oui, parce que Agapit a évoqué la question des SE. Et je ne pense pas qu'on s'est privé dans le temps d'aborder la question des SE qui sont venus comme ça. Moi, je disais, mais celui qui a la légitimité dans notre commune, c'est notre maire. C'est lui qui a été élu. Et comment on pouvait sentir que les vraies décisions, les décisions de développement ou bien les décisions d'exécution des actions dans la commune reviennent en quelque sorte au truc là, et au SE. Et puis le SE, regardez-le, il a été envoyé directement, si on ne coupe pas, peut dire, monsieur, envoyé directement par le président de la République. En tout cas, pas l'administration centrale. Lui, il a été envoyé. Le maire a été élu directement par les populations. Voilà deux niveaux qui, au fait,
n'allait pas se concorder réellement. Je ne sais pas, comme je le disais, quand on amène une réforme, on avance un peu et puis on fait le bilan de ce qui se passe. Moi, j'ai entendu dans des communes où les gens vous dites, mais et votre projet, et votre investissement au niveau de la commune, et votre budget, qu'est-ce qui est permis? Et des gens de vous dire, oui, mais nous, on ne peut rien faire parce que le SE, c'est lui qui nous bloque. Le SE ne fait pas cela. Je dis, mais le SE, il n'a pas de compte à rendre aux populations en matière de développement. Le SE, voilà. Tout simplement de la gestion administrative. Mais il a le vrai pouvoir. En quelque sorte, je ne sais pas si à des endroits donnés, oui certainement, je ne sais pas que je sais pas si à des endroits donnés, peut-être qu'il y a eu de discussions entre le maire et le SE à son arrivée pour dire, entendons-nous, gérons en bonne intelligence. En tout cas, moi, dans le temps, lorsque des SE ont commencé par démissionner, ou bien des SE ont commencé par être destitué, c'est ça? Non, il n'est pas élu, il n'est pas... En tout cas, la déchéance ou bien le préfet l'a révoqué, des trucs comme ça. Je me suis dit, cela reste quelque chose à enseigner. C'est vrai que techniquement, est-ce qu'on pouvait imposer aux élus locaux, est-ce qu'on pouvait imposer aux communes de choisir, par exemple, le SE dans telle catégorie, avec telle disposition technique? Est-ce que ça aurait été mieux que ça soit un maire, que ça soit un SE qui ne connaît pas du tout le milieu, mais qui a été envoyé pour avoir la vraie gestion en main? Parce que demain, n'attendez pas, ne soyez pas surpris lorsque les maires vont vous dire, oui, mais nous, on n'a pas pu évoluer parce que notre SE a le pouvoir et le SE bloque tout. Parfois, le maire donne des orientations, et parfois, c'est le SE qui dit non, on ne fait pas ça. Et donc, à partir de ce moment-là, certains sont restés, certains sont encore restés. Ça se passe certainement bien dans le pays, comme je voulais le constater. Allons voir les résultats de développement. Allons voir les résultats au niveau des communes. J'ai entendu une radio, une presse disait, je pense en début de semaine, non, que quand on a fait le point des mairies, que heureusement pour moi, parfois sur moi on a eu une bonne note, même si Agapi ne veut pas entendre parler de la commune de Bopa. On a 77 communes. On en a 80, sur la nôtre on avait 98 sur 100, à mon avis, et cette note-là, c'est la seule, il faut aller afficher ça à Bopa, parce que après ça, et après les véhicules du maire, bon voilà, heureusement, il y a un programme qui sort maintenant qui doit nous apporter. Revenons sur les pouvoirs du SE. Oui, le pouvoir du SE. Oui, revenons sur les pouvoirs du SE, et qui constitue l'essentiel de la réforme, à mon humble avis. Ça pose effectivement, du point de vue politique, un problème. Mais du point de vue orthodoxie de la gestion, non. Donc, la réforme a mis l'accent sur le développement, sur l'efficacité, la bonne gestion des ressources et la bonne fonctionnalité de la commune. La réforme n'a pas mis l'accent sur l'impact politique sur le terrain, sur l'influence politique. Parce que le maire est l'autorité politique, il est élu. Alors, autorité élue, qui hier était le chef de l'administration communale et l'ordonnateur du budget de la commune, la réforme lui a enlevé ses pouvoirs importants. Il est le chef de l'exécutif de la commune, il est élu par le conseil communal ou municipal, il veille à l'exécution des décisions du conseil, il veille à l'exécution des décisions du conseil. Mais aujourd'hui, celui qui exécute les décisions du conseil, c'est le SE, le secrétaire exécutif, qui lui est l'ordonnateur du budget. Alors là, on se demande où est le pouvoir réel? Le pouvoir réel, il est dans les mains plutôt du SE. La réforme a fait que le pouvoir réel est dans les mains du SE. C'est pour ça que je dis que la réforme, elle s'est voulue volontariste, mais elle est révolutionnaire. Elle a retiré des chefs le pouvoir réel, le pouvoir central, le pouvoir dont tout le monde rêve, surtout à ce niveau-là, pour être puissant. C'est le patron de l'administration, c'est la gestion des finances. Or, ces deux fonctions sont devenues les fonctions du SE. SE qui est le représentant de l'État central, désigné par l'État central. Donc, le relais n'est pas un produit de la décentralisation, mais un produit de la déconcentration. Il est envoyé par l'État central, tout comme l'agent comptable qu'il était avant. Et donc,
on s'est demandé, est-ce que la décentralisation est encore en cours? Ou bien c'est plutôt un niveau de déconcentration élargi, c'est-à-dire une autorité politique décentralisée et une gestion administrative et financière déconcentrée. En clair, voilà la situation. Mais elle répond à une idéologie, à une vision. C'est de faire des communes des leviers de développement et non des officines politiques décentralisées pour perturber l'évolution. Donc, c'était un choix. Et en dehors du SE, il y a d'autres hauts cadres. Je pense qu'il y a 3 ou 4 hauts cadres. Donc, non, l'agent comptable, lui, il l'était déjà. Mais il y en a d'autres hauts cadres qui proviennent également de l'administration centrale de l'État. Si bien que le maire n'a plus prise sur l'affaire domaniale, n'a plus prise sur l'affaire environnementale. Tout ça, c'est le SE. Et c'est hauts cadres qui viennent. L'autre question fondamentale, c'est que le SE n'est pas désigné directement. Il est tiré au sort. Ça, c'est un autre problème aussi que moi, j'analyse. Je l'analyse un peu comme une faiblesse quand même de l'État. À mon humble avis, on aurait pu laisser le maire désigner le SE sur une liste agréée. Comme il me semble que c'est ça qu'on fait pour les agents de passation de marché, non? Pour les PRMP ou bien pour... A dit que on permet au maire de désigner, mais c'est une liste agréée, c'est-à-dire on ouvre le poste de SE à Kandi, on ouvre le poste de SE à Banikwara, on l'ouvre à Avranco chez moi, on l'ouvre à Grand Popo chez Georges, et à Bopa. Et ainsi de suite. Et les gens souscrivent. On dit, on a besoin au moins de 5 noms. Et sur les 5 noms, voilà, le maire choisit un, à mon humble avis. Et maintenant, les fonctions, là, sont ses fonctions à lui. Le maire, au moins, il ne choisit pas le maire. Ça couvre un peu l'autorité, à mon humble avis, l'autorité du maire, qu'un SE tiré au sort, qui lui-même, bon, il a rester neutre politiquement. Pardon? Peut-être le tirage au sort, c'est pour rester neutre politiquement. Théoriquement, mais est-ce qu'un homme peut être neutre? Un homme, à mon humble avis, on peut gérer ça, on peut gérer un peu son indépendance autrement. Non, moi, j'ai jamais assisté à ça. Regardez les juges. Est-ce qu'on peut tirer un nom et on dit, non, ça là, c'est pas bon. Non, ils classent, on les classe selon les statuts de commune. C'est classé selon, je pense qu'on a combien de statuts particuliers, combien de statuts intermédiaires et combien normaux. Donc, mais quand c'est tiré, c'est tiré. Oui, non, on classe d'abord avant de tirer. Oui, mais après, quand on a Quand c'est tiré, c'est classé, tiré. quand c'est tiré, c'est tiré. Sauf si celui qui est tiré se désiste, dit que lui ne veut plus. Mais il ne va pas dire, je ne veux plus, et rentrer dans le jeu encore. Hein. Quand il ne veut plus, c'est qu'il s'est démis lui-même. À mon humble avis. La neutralité politique dont parle et Maël tout à l'heure reste aussi une question fondamentale. Est-ce qu'un homme arrivé dans un milieu peut vraiment rester neutre politiquement? Ça, peut-être que la question ne se pose pas aujourd'hui, mais toujours est-il que comme c'est un être humain, quand il arrive dans un milieu, on commence par considérer ceux qui sont proches de lui, ceux qui sont vraiment loin de lui. Moi, je rappelle des élus locaux qui me disent non, celui qui est venu là, c'est mon gars. Donc, quand il commence pas à dire ça, ça veut dire que lui peut dire des choses que le SE va faire, tandis que le maire va dire le SE ne fera pas. C'est pourquoi je voudrais, ce que je dis, lorsque l'heure du bilan arrivera, est-ce que c'est le maire qui fera son bilan à la population ou bien c'est le SE? Parce que le SE, d'ailleurs, comme tu le dis, n'a rien à dire là, n'a rien à foutre là, parce qu'en réalité, il vient de l'administration centrale. Il n'est pas le produit du maire. Mais comment allons-nous faire le bilan en ce moment-là, lorsqu'arrivera la fin? Oui, là, c'est le conseil communal qui est interpellé. En réalité, le SE exécute les décisions du conseil communal. Donc, il faudrait que le maire, en tant que chef de ce conseil, plus fait passer ces désidérata au conseil communal. Si les désidérata passent par le conseil communal, je prends un document, dans un projet, si ça fait partie du plan de développement de la commune, et le maire pense que ça doit passer en priorité, il faut qu'il passe ça dans le budget communal, il faut qu'il fasse passer ces volontés là, au cours des débats en conseil communal. Et quand c'est ça, lui, il veille à l'exécution des décisions du conseil, et le SE, lui, il exécute les décisions. Donc, le SE ne peut pas inventer la décision. Il n'a pas l'opportunité, il ne juge pas de l'opportunité de ce qu'il faut faire,
les décisions proviennent du conseil. Maintenant, pour certaines, parce qu'il il a une marge, dès lors que c'est lui l'autorité qui est l'ordonnateur du budget, il peut parler de l'opportunité, sans évoquer l'opportunité de la dépense, il peut parler de la question de la caisse. Il peut parler un peu de la créance, enfin de l'état de la caisse. Il peut utiliser des contournements pour que certaines décisions ne passent pas. Mais là, et après, c'est pas lui qui répond. C'est pour ça que le maire doit être un manager. Autant on lui a enlevé une gestion, mais autant il doit être un leader, un manager, pour avoir un regard transversal sur ce conseil communal ou municipal, mais également sur le SE, avec lequel il doit rentrer en contact. Il est son supérieur, il n'est pas sa hiérarchie. Ouais, Du coup, il doit créer avec le SE. Se pose une question de lisibilité, moi, à mon niveau. Oui. C'est-à-dire que si tu prends Luc Atropo à Cotonou aujourd'hui, et je voudrais aller étudier ses actions sur le terrain et étudier les actions de l'SE. Est-ce que c'est le SE qui fait? Est-ce que c'est Luc Atropo qui fait? Sauf les œuvres de sa fondation ou bien de l'association NCB. Mais le SE reste un pouvoir très puissant dans ses mains, de sorte que ça peut inhiber les actions du maire, ou bien la volonté ou bien les initiatives au niveau du maire. Combien tu as vu le SE et au lancement d'un examen? Combien tu as vu le SE par rapport le maire limité à ça, il lance les examens. Par rapport au projet sur la pluie, là, le projet pluriannuel sur l'inondation dans Cotonou. Voilà. C'est le maire toujours qu'on voit, ou ses adjoints. Parce que c'est leur mission. En fait, le SE n'est pas à l'action, à l'initiative. Le SE autorise les actions. Le SE n'est pas à l'initiative. Mais il autorise les actions. Voté par le conseil municipal. C'est là, le pouvoir est là. Il y a des choses votées par le conseil communal dans des communes données et la loi votée par le conseil. On estime que le SE ne permet pas l'exécution du projet de développement. Non, ça veut dire que le maire, Allez-y, oui. Non, ça veut dire que le maire ne joue pas son rôle. On s'entend très bien. Ça veut dire que le maire ne joue pas son rôle. Pourquoi? Le maire veille à l'exécution des décisions du conseil. Il veille. Donc, il instruit aux besoins. Au besoin, il n'est pas l'autorité hiérarchique. Donc, il attire l'attention du SE sur ce qu'il a à faire. Le SE a le devoir, dès lors qu'il y a le greffe, dès lors qu'il y a le compte rendu des rapports, je ne sais pas comment ça fonctionne. Le SE a le PV de variables communaux. Donc, il doit pouvoir exécuter. Tant que, surtout si la dépense est inscrite au budget de la commune, alors que le budget de la commune est voté par le conseil communal. Mais l'exécution du budget de la commune, ce qui se remarque aujourd'hui sur le terrain, c'est que l'exécution du budget de la commune dépend largement de la volonté du SE. Oui. Et le SE a un pouvoir central, c'est que lui, son pouvoir, lui, vient directement de l'administration centrale. Non. Et donc, le maire n'arrive pas à manier, enfin, est-ce que c'est n'arrive pas à manier? Disons le conseil communal lui-même n'arrive pas à manier comme à sa guise le SE. Là, on est en triche. Là, on n'est plus en normal. Je ne sais pas, mais c'est ce qui se passe. S'ils veulent tricher, là, ils n'auront plus à tricher. Et c'est ça le sens et la profondeur de la réforme. S'ils veulent tricher, ils ne peuvent plus. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un conseil communal qui se réunisse. Il faut bien qu'il y ait une décision dans les formes, dans les règles de l'art. Il faut bien maintenant que la décision, il y a le PV de la décision. Je ne sais pas comment ils font. Mais le maire, dès lors que tout ça est fait, le SE ne peut jamais, sauf s'il n'y a pas de ressources. Depuis que le SE est là, il semble que c'est lui. Qui est-ce qui attribue les marchés aujourd'hui? Qui a le pouvoir sur les marchés au niveau des communes? Ce n'est pas le maire, on te dira, le maire n'a plus le pouvoir. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais le SE, si lui reprend ce pouvoir-là à son compte, c'est important que ça soit dans ça, mais que les populations, même autour de nous, disent, si tu veux avoir ce marché-là, il faut avoir l'avis du SE. Donc on a déplacé la responsabilité. D'accord. Mais un marché, il a beau faire partie de l'équipe de préparation, il doit avoir une personne responsable du marché public là, il doit avoir une équipe de préparation du marché là. Donc, c'est pas le maire, c'est pas le SE qui attribue le marché. Il y a un travail qui est fait par des équipes. En fait, sur le papier, la réforme est bien tracée. Parce que on a séparé les deux fonctions. Ça, c'est important. La fonction de l'ordonnateur et du comptable devrait être séparée. Ici, on peut dire que les deux fonctions sont presque cumulées parce que gérées par des gens de l'administration centrale. Mais ils ne sont pas les mêmes. Le comptable vient d'ailleurs, le SE vient d'ailleurs. Donc, ça c'est clair.
L'autre problème, c'est que le maire n'a plus de pression à faire sur un SE. Mais le SE n'a pas à inventer ses actions. Le SE n'a pas à aller promettre bâtir une maison de jeunes. Parce que la maison de jeunes, ça c'est la mairie. Et donc c'est le conseil communal. Donc, une école, c'est le conseil communal. Et des bourses à attribuer, c'est le conseil communal. Et quand il allait négocier la coopération décentralisée, c'est le conseil communal. Et donc le maire. Donc, le maire est l'autorité politique. Il est là, il assure la prise de sa fonction politique. L'accompagnement du SE est là. C'est ça le rôle de l'administration. Même un ministre, il n'est pas l'homme à tout faire. Un ministre n'est pas tenu d'être du domaine. Un ambassadeur n'est pas tenu d'être diplomate, normalement. Plein de dons, ça vous dit. Mais ceux-là, quand on les nomme, ils ont autour d'eux des compétences pour leur permettre d'assumer. Or, le maire, lui, de 2002 à 2016, 2018, 2020, le maire, quand il arrive, il n'a pas toujours tout ça. Il a autour de l'audateur, il a une bande de jeunes qui veut bien l'aider, mais qui ne veut pas lui dire toujours la vérité parce que ces jeunes-là sont pré-bande. Ils ne sont pas payés par l'État nécessairement. Ils sont payés dans la poche du maire, qui lui-même détourne par-ci, détourne par-là, et donc fonctionne dans un système de proximité, de corruption de proximité. Donc c'est ça, on n'injurie pas le niveau du maire, mais c'est la réalité. Quand vous prenez les mairies qui ont fonctionné correctement, quand vous prenez Luc Atropo, c'est pas un agrégé. C'est pas un agrégé. Mais il a fonctionné sa mairie à Boumé, à Boycon. Au pont, là, on l'a amené. Donc c'est un gestionnaire. C'est-à-dire qu'il est manager, il est un leader. Mais après, ici, c'est le SE qui est le manager. Maintenant, mais malgré que c'est le SE qui fait c'est quoi, je me demande, je te disais tout à l'heure, je veux vraiment voir la lisibilité, je veux avoir une lisibilité sur les actions de maire Luc Atropo, donc on criait son nom quand il était à Boycon, mais que depuis qu'il est à Cotonou, je ne sais pas si c'est la loi cadre amenant SE aidant, moi je le vois plus dans les œuvres caritatives, sa fondation a fait, ou bien il a fait avec l'aide de la Belgique, des trucs comme ça. Et donc, les actions concrètes qui montrent que le maire a pris des décisions par rapport à la gestion de la ville de Cotonou, il semble que depuis que le système de SE est en place, ça a inhibé certaines volontés. Ça a inhibé certaines volontés. Mais c'est ça qu'on dit. Mais c'est exactement ça. Inhiber, non. Répartir les rôles, oui. Avant, quand tu as ordonné ton budget, tu peux toujours réorienter. Le budget, c'est un truc ça te donne une autorité. L'ordonnateur du budget, tu es l'autorité communale, tu es l'ordonnateur du budget, tu es le président du conseil communal, tu es le chef de l'exécutif communal. Mais ça te donne assez de marge. Mais tu ne l'as plus aujourd'hui, donc les rôles sont partagés. En fait, c'est clair. Le maire ne dirige plus la commission de passation de marché. Le maire ne dirige plus l'attribution des marchés. Alors qu'avant, il peut donner des instructions. Aujourd'hui, non, il ne peut plus. Il y a un président responsable des marchés publics, mais il y a le SE qui est le responsable de la mise en œuvre des décisions. Donc, de la gestion du budget et l'ordonnateur. Donc finalement, le vrai responsable, c'est lui. L'opportunité des actions, ce n'est pas lui. C'est le conseil communal ou municipal. Faut pas voir là. Non, mais ce que je veux dire, lorsque tu interroges un élu local, et il te dit, oui, ceci, on n'a pas fait, c'est la faute du SE, parce que notre budget est là, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à exécuter. C'est là où je parlais qu'on peut inhiber la volonté. C'est un élu absentéiste. De l'élu, de pouvoir faire développer sa ville, de pouvoir faire développer son coin, il peut désormais trouver l'excuse en disant, oui, mais parce que la nouvelle gestion, le pouvoir du SE sur ce que nous sommes en train de faire sur le plan local, le pouvoir est si fort que lorsque le SE n'est pas prompt à accompagner nos actions, eh bien, nous restons là. Nous avons fait un plan communal, nous avons fait un budget communal, mais en réalité, on ne l'exécute pas. Ne pas l'exécuter a des conséquences sur le développement local. C'est pourquoi au début tout à l'heure, je disais, qu'est-ce que vivent les populations? Comment est-ce que les populations voient les actions de leur commune à nouveau? Est-ce que c'est apprécié? Parce que c'est ça aussi le développement, finalement, que ça puisse atteindre la vie de l'homme, la vie quotidienne des populations. Est-ce que ce que nous faisons depuis un moment permet de nous dire aujourd'hui, eh bien, et je t'ai dit tout à l'heure que moi je veux bien mettre, à part les conséquences des réformes au niveau de l'État, je veux les séparer. Parce que si on me parle de, vous pouvez avoir vos papiers administratifs
facilement, ça, ce n'est pas la commune qui a impulsé ce développement-là, cette réforme-là. C'est le niveau central, c'est au niveau du chef de l'État. C'est ça, je lui dis. Mais pour le local, qu'est-ce que les gens sont en train de sentir, sont en train de vivre pour savoir que depuis que le maire n'a plus tous les pouvoirs et que c'est le SE qui est assis sur une bonne partie du pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour nous? En bien, je ne veux pas savoir qu'est-ce qui a été bloqué, mais qu'est-ce qui a permis aux populations de dire aujourd'hui que ce nouveau système qu'on a amené, ça nous permet de mieux vivre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle la capacité de consommation de crédit. Ça aussi, c'est important dans le projet de développement. Si vous avez le crédit et que vous, pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à consommer comme cela se doit, cela veut dire que le bénéfice ne va pas aux populations. C'est de ça qu'il est question. Et que lorsqu'on a envie d'évaluer une réforme, il faut toucher ces recoins-là pour sortir le vrai visage de la réforme qu'on a impulsée. Bien. Quand tu as dit tout ça là, on revient toujours à l'orthodoxie de la réforme. Ça, c'est ce que les populations pensent, tout ça là. C'est toi qui es à côté de nous, qui écoute un élu local. C'est cet élu local qui dit que c'est à cause du SE, c'est un élu absentéiste, c'est un élu rétrograde, c'est un élu qui n'est pas dans l'optique des nouvelles, des réformes. Ce dont nous parlons, c'est un partage de rôle. Il doit y avoir une bonne synchronisation. Et dans la plupart des mairies, ça commence pas à marcher. C'est là où il y a des résistances qu'on dit que c'est le SE. Le SE ne peut pas s'asseoir sur le maire veille. Et le maire, il y a les outils de sanction. Le maire peut faire sanctionner le SE. Le maire veille. Il y a une autorité de tutelle. C'est le préfet. Donc, la commune n'est pas un État dans un État. C'est toujours l'État central. Oui. L'État a dégagé une partie de ses compétences à un conseil élu. Ce conseil élu prend librement ses décisions de développement sur la base du plan de développement existant. Mais dans le cadre du programme général du gouvernement, en fait, il faut comprendre que c'est un mécanisme. Lorsqu'on parle par exemple du programme de la vision Bénin à l'affaire 2060 et un monde de splendeur, on parle du plan national de développement, PNG. Le plan national de développement se décline jusqu'au niveau local. Absolument. Bien, mais au niveau local, donc les rôles sont partagés également. Il y a ce que l'État central est en mesure de faire, il y a ce que les collectivités décentralisées peuvent faire. Et donc, au niveau communal, vous ne pouvez pas aller à volo. Vous prenez des décisions sur un marché à implanter, sur une gare routière, donc vous prenez cette décision, sur une place publique à aménager, sur des bourses à octroyer, je ne sais pas quoi, à des alors, ces décisions sont librement prises, pas par le SE, par le conseil communal ou municipal, sous l'autorité du maire. Action politique. Le maire, s'il ne prend cette décision, va expliquer à ses mandants que je vais avoir pour le développement au regard du plan national de développement, au regard des besoins de notre commune, voilà les décisions que nous avons prises. Et maintenant, demande au SE de bien vouloir, dans le cas de ses compétences, faire exécuter. Il y a un programme d'exécution. Il s'agit au maire d'être vigilant, d'être actif, d'être proactif également. Il s'agit au maire de créer un cadre de collaboration formel comme informel avec le SE, pour que les deux se parlent. Parce qu'il s'agit de l'État. C'est il s'agit de la commune. Que le cadre soit de la commune ou non, c'est un béninois. Et le développement est un. Donc, le maire doit apprendre désormais à ne plus fonctionner comme avant, comme chef à bord, commandant de bord. Il faut qu'il comprenne que maintenant, il a un commandant de bord, mais il y a un copilote qui l'accompagne dans son travail. Et le copilote a des assistants au niveau technique. Donc, c'est au maire de comprendre ça. Les conseils prennent leurs décisions librement dans le cadre du plan, de leur plan de développement, dans le cadre de leur vision, dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique interne. Donc, on ne se pose aucun problème en la matière. Le seul problème, c'est le budget. Le seul problème, c'est l'influence administrative. Le maire ne peut plus faire venir une cousine pour dire au directeur des affaires domaniales, ok, elle t'assiste. Ça ne peut plus être le cas.
Il faut que ça suive une logique. Donc, j'ai résumé à mon début d'intervention en disant la réforme a induit, c'est axé sur l'axe, c'est axé sur le développement et non sur la mission politique du maire. Le développement parce que on dit, le maire, oui, tu faut tout mais tu n'as plus l'influence sur le budget. Or, le budget est l'élément sur lequel tout le monde essaye de... C'est un élément d'influence. Parce que avec ça, vous pouvez gérer, vous pouvez peut-être trouver des postes occasionnels, des postes de... Ça vous donne un pouvoir d'agir. Vous pouvez promettre. Vous pouvez... Là où tu assises sur un budget, tu es un homme puissant. Donc, mais quand tu ne l'as pas, l'État n'a pas... L'État fait l'option que tu ne seras plus assis sur le budget. Mais tu es assis sur la décision. Donc, c'est un rôle, comme je l'ai dit, c'est un rôle partagé. Le temps des maires stars est terminé. Donc, quand tu prends le Katropo, tu veux le voir moi, comme... je ne le vois plus. Non, moi je le vois. Ah bon, donc on n'a pas les mêmes espaces. Il délègue souvent au 1er adjoint, au 2e adjoint. Je vois plutôt une équipe à Cotonou. Donc, à Djagboni ou à Wandinou, je les vois. Donc, ce n'est pas que le maire, mais ce n'est pas le SE. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai vu le SE à la télé. Quand Luc Atropo arrivait à Cotonou, c'est la star. Parce qu'on sait ce qu'il faisait, tout ce qu'on passait dans l'autre système, tout ce qu'il... Mais on n'est plus dans l'autre système. Oui, je viens. Mais les merveilles qu'on entend de lui à Boycon, d'accord? Et on s'est dit, on a amené la star à Cotonou pour pouvoir faire ses preuves. Et quand il est venu à Cotonou, pour commencer par faire ses preuves, on lui a flanqué le SE. D'accord? On ne le met pas à lui. Il y a eu les réformes. Oui, mais je ne refuse pas. Je te dis ce que je pense. Tout à l'heure, comme tu faisais partage des rôles. D'accord? Mais le rôle qui a plus d'influence sur la vie des populations, eh bien, c'est le rôle administratif. C'est le rôle administratif. Non, la décision. Tu parles de celui qui fait exécuter, c'est pourquoi son nom, c'est secrétaire exécutif de la mairie, d'accord? Oui. Donc celui qui fait exécuter... c'est pas celui qui prend la décision, c'est celui qui exécute la décision. Le SE, tu veux dire? Oui. Oui. Ouais, ce qui est visible d'ailleurs, ce n'est qu'à l'exécution qu'on puisse voir ça. Quand tu dis, c'est les maires qui prennent les décisions et tout, ça se passe au bureau, d'accord? Mais ce qui est constaté sur le terrain, c'est ce que le SE a pu exécuter dans le cadre de la commune. C'est ça qui est visible sur le terrain. Le Cotonou moyen voit et donc, moi, je voudrais... Le Cotonou moyen voit... La star, la star qu'on a ramenée de Boycon pour Cotonou, moi, je veux bien voir cette star-là à Cotonou pour qu'on ait les merveilles de Boycon. Je ne sais pas si merveilles il y en avait à Boycon, mais toujours est-il que Luc Atropo, en venant à Cotonou, est venu en star pour révolutionner les choses. C'est vrai que gérer Cotonou, ce n'est pas facile. Parce que et Cotonou, c'est capitale, c'est notre centre et le gouvernement a ses yeux braqués sur Cotonou. Et d'ailleurs, le programme d'action du gouvernement a sérieusement changé l'aspect de Cotonou. Est-ce que ce résultat-là, ça revient au maire Luc Atropo? Non, parce que c'est le principal du président de la République. Un État n'est pas personnalisé. Tu personnalises tout le jeu. Non, je n'ai pas personnalisé. Je dis dans tout ça, qu'est-ce que le maire, lui, vient faire? Non, le maire vient administrer les collectivités territoriales de Cotonou. C'est ça. Oui. Donc, le maire préside le conseil municipal de Cotonou. Le maire dispose de 3 adjoints. Il a 13 Est-ce que les espaces sont séparés? Absolument. Quand tu parles de Cotonou, entre le... Non. Le maire a 13 adjoints. D'accord, mais ce que nous voyons... Le maire a 3 adjoints. Il a 13 chefs d'arrondissement. Et le Cotonou moyen voit ces chefs d'arrondissement, les adjoints, que le SE. Que le SE. Donc, demandez que le SE n'est pas le plus visible. Et dans aucune commune, les SE sont visibles. Ils travaillent, eux, ils sont à l'interne. Ils font le travail, ils font le job, le travail, et ils déposent. Enfin, c'est eux qui mettent en œuvre la route et le projet. Mais après, dès que le projet est prêt, pour l'inauguration, ce n'est pas le SE, c'est le maire. La réception, ce n'est pas le SE, c'est le maire. Ça vous dit que ni le président de la République, ni le ministre, ni les préfets, aucun d'eux ne gère le budget. Et pourtant, on les voit. C'est la même chose qu'on est allé ramener simplement dans nos mairies. Ils ne gèrent pas le budget. Il n'est pas l'ordonnateur. Au ministère, je ne sais pas si les ministres sont ordonnateurs, mais au niveau
je ne sais pas si les préfets le sont sans doute, mais ici, le maire, lui qui est élu politique, lui, il n'ordonne pas. On lui a mis un SE, mais les décisions ne viennent pas de Cotonou pour Bembereke. Bembereke, il y a ses propres décisions au regard de son plan de développement. La réforme, elle est au début. C'est normal qu'il y ait des failles, des machins. C'est une réforme qui n'a pas été acceptée par les maires au départ. Tout ce qu'on a constaté, tout ce qu'on constate comme faille fait partie des limites des problèmes réels. La réforme est là depuis combien d'années? Depuis seulement 4 ans. Bon, voilà. Le maire a pris combien de temps pour s'habituer? Pardon? Le maire a combien de temps pour s'habituer? Le quoi? Le maire, il a combien de temps pour s'habituer? Les maires sont habitués au fur et à mesure. Au fur et à mesure. La preuve, ça marche dans la plupart des communes. C'est pas, là où ça ne marche pas, on le dit. Mais ça marche dans la plupart des communes. Combien de SE ont été virés par rapport aux SE qui sont restés? C'est là qu'on fait mais pour ceux qui ne voulaient pas de cette réforme-là, même si c'est 3 SE, c'est 4 SE, c'est tellement retentissant qu'on a l'impression que c'est toute la réforme qui a de problèmes. Mais ça, mais nous, en analyse, on ne peut pas fonctionner comme ça. On doit fonctionner sur la base des indicateurs. Combien ont été virés? Combien ont été virés sur détournement? Combien ont été virés sur malversation? Combien ont été virés sur faute administrative? Et combien ça marche? Ça marche dans les 2 tiers. Et si ça marche dans les 2 tiers, c'est déjà un résultat. Même si ça marche dans la moitié, pour une réforme nouvelle, à mon humble avis, c'est déjà un bon début. On n'est plus au temps ancien où le maire dilapide les fonds, utilise les fonds à sa guise, fait n'importe quoi. On est aujourd'hui dans un modèle où au moins il sait que lui prend la décision par rapport au plan de développement de la commune, en lien avec le plan national, en lien avec le programme national du gouvernement et le plan de développement national. Donc, tout ça doit être en lien. Si c'est en lien et c'est pris, normalement, il n'y a aucun problème. La mise en œuvre doit être faite. Et il appartient au maire d'être vigilant pour suivre. Si un SE traîne les pas, le maire le dénonce et il y a les instruments pour libérer le SE ou pour le sanctionner. Donc, à mon humble avis, honnêtement, c'est là. Moi, j'ai eu mes limites pour cette affaire. C'est cette affaire de tirage au sort. J'estime qu'une administration ne peut pas se laisser aller à un tirage au sort. À mon humble avis, il faut laisser le maire désigner le SE, peut-être sur la base d'une liste. Mais après ça, une fois qu'il a été désigné sur la base d'une liste, lui, il a une mission à accomplir. Et il a une orthodoxie à gérer. Il a un certain nombre de... Donc, la loi doit faire en sorte que, d'une fois que le maire désigne sur la base d'une liste, le SE a joué son rôle. Mais affaire de tirer au sort, là, moi, ça me paraît un peu hasardeux. Donc, on envoie un cas dans une localité de manière hasardeuse. Moi, c'est pas forcément mon avis. Oui, non, c'est moi qui parle, c'est mon avis. D'accord. Donc, ça me paraît, donc, on envoie quelque chose sur la base de manière hasardeuse. Est-ce que c'est là qu'il avait vraiment envie d'y aller? Non, c'est que ceux qui sont sur cette liste-là, la liste dont tu parles, où on va tirer, c'est qu'on a supposé que, c'est pas supposé, puisqu'ils ont passé des tests. Oui. Donc, ils ont tous la compétence qu'il faut. À partir du moment où ils ont tous la compétence qu'il faut, on peut, parce qu'on dit que le service national, c'est partout où besoin sera. Et donc, ils ont la compétence d'aller partout. Georges, la réforme, moi, je suis d'accord. Mais je reconnais que ça a enlevé un pouvoir au maire. Est-ce que c'est bien, c'est mauvais? Moi, je n'apprécie pas. Bien, ça c'est le premier. Le pouvoir au maire. Je finis, ça a enlevé un pouvoir au maire. Ce pouvoir, le maire peut le gagner en partie. Il me semble que la façon dont le pouvoir lui a été enlevé, à mon humble avis, on peut l'améliorer. Ça, c'est mon avis à moi. L'améliorer comment? Au lieu de l'empêcher, au lieu de lui faire venir, l'agent comptable, on sait déjà ça. Mais au lieu de lui faire venir comme patron de l'administration de manière, on peut lui donner la latitude. Et ça, c'est un arrangement. Pour moi, on lui donne la latitude sur une liste donnée de choisir. Ce n'est pas lui qui arrête la liste. La liste est arrêtée au regard des données, des volontés des gens. Des compétences. Des compétences. Les gens passer des tests pour aller sur la liste. Voilà. Et dès que la liste, on lui soumet la liste, il peut même choisir 3. On lui donne, on lui envoie un. Moi, ou bien on tire, ou bien maintenant, il choisit 3, on tire les 3 au sort. Moi, ça encore, je peux comprendre. Mais qu'on tire au sort systématiquement, je pense que lui, au moins s'il choisissait 3 et on tire au sort, ceux-là sauront que, quand même, ils viennent, parce qu'il y a une volonté aussi du maire. Ils ne lui sont pas obligés, puisque les textes leur donnent la latitude. Si maintenant eux-mêmes ne font pas leur travail, c'est un problème. Mais qu'ils viennent du néant, certains pensent qu'ils sont aussi élus. Certains pensent qu'ils sont aussi
détenteur d'une légitimité. Et c'est peut-être ça qui crée une sorte de... Ça, c'est toi ce qu'il dit. Hein. Oui, ça c'est moi qui dis. Non, c'est pour dire, c'est les méfaits de la loi, c'est les méfaits de la réforme que tu évoques. Oui, toute chose. Donc moi aussi, j'ai de mon côté des choses que je dis, on pouvait faire autrement par rapport à la réforme. D'accord? Non, l'objectif qui est visé, qui est que nous voulons une gestion orthodoxe au niveau des communes, c'est un objectif louable. Et que même aujourd'hui, c'est-à-dire que la gestion qui se faisait des fonds, de façon générale, les fonds FADEC, on sait, il y avait des détournements, il y a tout ce que tu veux. Aujourd'hui, avec les SE, eh bien, le SE étant un technicien et ayant l'obligation de prendre les décisions sans parti pris, en réalité, devrait permettre de conduire, de gérer techniquement les mairies. D'accord? Ça, c'est un fait. Mais quelles conséquences politiques ça peut avoir par rapport aux maires et par rapport aux populations? C'est de ça que moi je parle. Et je me dis, bon, désormais, à l'heure du bilan, d'accord, tu vois, parce que ce que c'est venu faire l'histoire des SE, c'est que ça a enlevé une certaine, je voudrais dire même charge au maire, parce que désormais, le maire a une ouverture pour dire, oui, je n'ai pas pu faire ça parce que ce n'est pas passé avec le SE. Et c'est ça que je demandais tout à l'heure pour dire, lors du bilan, qui fera le bilan? Le maire, lui, il a l'obligation de faire le bilan. Mais le SE, lui, non. Il ne sera pas devant les populations. Il n'aura rien à dire. Mais en ce moment, le maire aussi peut, comme on l'entend dans certains milieux, peut dire, oui, mais ça, nous n'avons pas pu suivre ce plan-là parce que ça n'a pas reçu l'aval du SE. C'est là la lourde responsabilité aussi du SE. Moi, j'avais peur au départ, je me disais, si le maire veut, et le maire fait certaines déclarations devant les élus, eh bien que les populations peuvent même se lever contre le SE et le chasser de leur milieu. Bon, Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Ça n'arrivera pas parce que le SE ne prend pas les décisions d'opportunité sur une activité. Le SE exécute ce que le conseil faut. Donc, avant qu'on aille chasser le maire et le SE, il faut qu'on chasse les membres du conseil communal ou municipal qui ont pris la décision. Ça, c'est important. C'est toi qui vas jusqu'au niveau de la main, c'est toi qui vas jusqu'à ce niveau-là. C'est ça, la loi dit. Oui, c'est ce que la loi dit. Oui. Mais qu'est-ce que le citoyen lambda pense? Non. Qu'est-ce que la population... on se dit, notre maire n'a pas pu faire ceci parce que le SE l'a bloqué. Non. C'est peut-être pas vrai, Agapit. Je suis d'accord avec toi. Mais toujours est-il Ils ne le diront pas parce que... Ils ne le diront pas parce que... Si c'est des décisions qui appartiennent au SE, comment veux-tu que ce soit le maire qui aille rendre compte demain? Quelle décision, par exemple? Aucune décision n'appartient au SE. Tu vois, le plan de développement de la ville, oui. Le plan de développement de la ville, oui. Il peut y avoir diverses raisons pour que ce plan n'aboutisse pas. Mais le maire, lui, là, le résultat, lui, là, à rendre compte sur ce plan-là. Comment as-tu fait pour que le plan que tu nous as présenté au départ, le plan de développement de la commune, le plan de développement de notre ville, comment as-tu fait pour que cela n'aboutisse pas? Et c'est de là que viennent alors les raisons évoquées de part et d'autre. Et moi je dis, ceux qui peuvent évoquer cette raison-là devant les populations, eh bien c'est le maire, mais le SE n'ira pas. Georges, je vais te rajouter que ça ne se joue pas que entre le maire, le conseil communal et le SE. Ça se joue également au niveau de la tutelle. Au niveau des cadres, il y a des conseils de concertation, de développement. Il y a un certain nombre de leviers au niveau départemental que le préfet régule. Il y a un certain nombre de réunions au niveau départemental donc, qui permettent donc au niveau communal un regard du préfet. Il y a des rapports circonstanciels. Il y a un certain nombre de... Bon, je ne pensais pas qu'on allait entrer dans la profondeur de la loi, sinon, je vais dire les leviers qui existent. Il y a assez d'outils qui permettent aux maires, donc, d'avoir les rapports, qui permettent aux préfets, qui permettent aux directeurs départementaux, qui permettent d'avoir des rapports sur la mairie. Donc, la mairie produit un certain nombre de leviers qui peuvent permettre aux maires et aux élus locaux, aux élus communaux, donc, de montrer le travail qui a été fait. Donc, à l'heure du bilan, il y a vraiment des choses qu'un maire, un élu local, un élu communal peut exhiber. Il y a quelques limites. Les limites, c'est au niveau peut-être des débats d'opportunité. En tout cas, le budget n'est plus consistant. Quand le budget n'est plus consistant, il faut faire des choix.
Même si, parce que c'est pas tout ce que vous décidez qui passe. Parce que l'agent, peut-être qu'il y a une évaluation, machin, il y a eu des évaluations, une réévaluation. Le budget, c'est une prévision. C'est une prévision, voilà. Donc, dans l'exécution, par exemple, un voyage de maire peut être, le maire peut dire, ah, je n'ai pas les moyens pour que le maire aille. Voilà, parce que le maire a fait 1 ou 2 voyages. On sait que c'est 25 millions, je ne sais pas combien de millions qui sont prévus sur le budget communal pour les voyages. Même si le préfet autorise, même si le préfet ne trouve pas d'inconvénients à ces voyages, le SCP dit non. Le SCP dit la caisse. Tout comme au niveau des ministères, les DAF des ministères disent au ministre, ah, la créance liée au voyage ne nous permet plus d'honorer telle chose. Donc, là, c'est pas, il l'a pas bloqué. C'est la même chose. Et donc, pour une école, la trime pour une école, c'est voté. Mais je fais que la commune est venue voir un budget déjà essoré. Et par exemple, si c'est un renouvellement, on va dire, ah, le conseil a voté tel truc, mis en œuvre telle période, mais on n'a pas les ressources. Le SCF fait son rapport. Donc, normalement, les cas doivent y collaborer. C'est là où ils refusent de collaborer que les situations viennent et on peut penser que le SCF fait de la rétention. Le SCF n'a aucune raison de faire de la rétention. Il est là pour financer les décisions prises, pour exécuter les décisions. Mais à partir du moment où il n'a plus la main, parce que financièrement, le budget ne permet pas, il le dit. Mais lui ne peut pas décider de bloquer la commune, pas caprice. Il le fait, c'est lui qui va laisser sa peau. On va évoluer dans le débat et on va suivre à présent le Conseil des ministres qui, dans ses mesures normatives, a évoqué la révocation des SE d'Adjara, Tukuntuna, également du Tanguieta et aussi les analyses de Alain Adiou sur la question sur l'un de nos plateaux. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tukuntuna sur la Belgique courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les 28 et 31 mars 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet autant que le prestataire. Toute réforme a ses points forts et ses points faibles. Je pense que
la désignation des SE et leur envoi en mission doit être relue, doit être revue. Parce que quand on enlève tout du maire, quand on prend tout aux élus, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Celui qui n'était pas préparé vraiment, quand il arrive et qu'il se retrouve dans la peau du chef ou du décideur, même si le maire doit se plier, etc., c'est pas... Et puis nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. L'esprit du Bénin, que nous-mêmes Béninois, nous avons qualifié, appelé béninoiserie. On doit pouvoir cultiver ça et le dénoncer et s'en départir définitivement. Le plus jamais ça. Ça, là aussi, ça fait partie. Le plus jamais ça. C'est tout ça que j'ai appelé devenons sérieux. Le chef de l'État a eu raison. Il a dit, c'est un pays de pagaille. C'est un pays de pagaille, oui. Mais devenons sérieux. Pour une fois, peut-être. Parce que les autres nous prennent au sérieux. Alors, Georges Anangonou, on vient de le suivre. Le SE d'Ajara révoqué pour manquement grave dans la gestion des ressources humaines, tout contournant des insuffisances graves dans la gestion financière. Et même Tangueta, là encore, des malversations financières. Que révèlent ces évictions successives sur l'applicabilité même de la réforme des SE? Non, l'applicabilité de la CIS, c'est qu'on avait trop accordé à la réforme dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça qu'on serait déçu. Mais je voudrais dire, ce sont des hommes qui agissent toujours à des niveaux donnés. Donc, c'est vrai, les SE, ce sont des techniciens de leur domaine, d'abord qu'on a choisi et qui sont envoyés là-bas. Mais il reste des hommes. Il reste des hommes parce que moi, je ne veux pas dire si c'est ce que l'État veut éviter en envoyant des SE au niveau des communes pour dire que les malversations, on n'en aura plus. Si c'était ça l'objectif, peut-être que ça aurait été mal vu. Enfin, ce serait comment je vais dire, ce serait une intention trop poussée en réalité parce que les maires, les SE sont aussi des hommes comme les maires. Ils ont aussi des besoins sur le plan humain. Ils ont aussi des appréhensions. Ils ont aussi des ambitions. Ce qu'on devait s'attendre. Des ambitions qui doivent toucher au budget. Non, c'est qui doivent toucher aux besoins de l'homme comme toi et moi. C'est ça que je suis en train de dire. Mais ce qu'on voulait, c'est que la gestion doit être technique. Désormais, au niveau des communes, quand on a envoyé... vous pouvez être, d'ailleurs, j'ai un ami qui me dit souvent, les fins voleurs au pays sont les techniciens très affûtés. D'accord? Parce que le technicien très affûté, il sait comment il va monter le dossier pour que lui puisse retrouver quelque chose dedans. Donc, en envoyant les SE, bon, aujourd'hui, les détournements du fonds FADEC qu'on chantait tout le temps avant, on peut dire ça a cessé. Sinon que, bon, voilà, vous avez vu ce que le porte-parole du gouvernement a dit par rapport à ceux qui ont été évoqués. On peut se dire que peut-être c'est des erreurs, c'est des fautes, comme le dirait l'autre mineur, dans l'autre système, mais qui, dans ce système, ne sont plus pardonnés. Si vous le faites, on vous enlève parce qu'on vous a envoyé pour que ces choses qu'on voyait avant n'aient plus lieu. D'accord? Mais comme le disait Agapi tout à l'heure, si il n'y a eu que dans 20 communes, alors que nous avons 77 communes, c'est qu'on peut dire que dans les 2/3, la réforme est en train de faire son cours. Donc moi, je ne vois pas la réforme comme ce qui permet de ne plus jamais avoir de malversation. La malversation n'était pas liée à la qualité technique, aux compétences techniques de ceux qui étaient là, pas forcément. Mais si c'était lié à leurs compétences techniques, on dira alors que c'est des erreurs parce qu'ils n'ont pas la compétence qu'il faut pour le faire. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, ceux qu'on a envoyés et qui sont des SE connaissent profondément techniquement le dossier et ils savent qu'on ne peut pas faire telle chose. Donc l'ignorance n'est plus permise à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça que le gouvernement il va de la main forte pour dire, dès qu'on constate que vous l'avez fait, eh bien on vous saute. Pour moi, ces éléments sont des faits inhérents à la qualité de l'homme, à l'être humain, je voulais dire, et ne sont pas des éléments qui vont permettre de dire qu'un système
une réforme a échoué. Pour moi, c'est pas ça. Mais mon problème, mon appréhension, je le dis dès le début, et j'ai vu tout à l'heure, Adiou, si vous permettez, est revenu là-dessus. C'est là notre appréhension par rapport à la réforme qui diminue progressivement, sérieusement, le pouvoir du maire et qui, en réalité, risque de le rendre irresponsable des faits devant les populations. Donc, pour moi, qu'il y ait 2, 3, 4 effets, comme l'a évoqué le porte-parole du gouvernement, ne signifie pas que la réforme a échoué. Agapit Napoléon Maforican, quelle est votre lecture de la révocation des SE après tout ce qu'on a eu à dire sur la réforme? Pour moi, c'est des faits des hommes, il n'y a pas de souci. Ça montre vraiment que la réforme est en marche. Pour moi, ça montre que la réforme est en marche, que les rôles sont partagés. On n'a pas destitué les maires. On n'a pas fait une corrélation entre les législateurs, les représentants ou bien les présumés actes commis par les SE et les maires de ces communes-là. Donc, les rôles sont séparés. Les SE savent à quoi s'en tenir. Donc, alors, mais ils ne sont pas des saints hommes. Ils ne sont pas élus. Et parce qu'ils ne sont pas élus, ils ont commis à des tâches administratives. Le regard sur eux est très exigeant. L'élu va lui aller chercher la protection dans sa coalition. C'est la majorité. Il va aller chercher la protection là. Mais si vous n'êtes pas élu, c'est que vous êtes nommé sur la base de documents cohérents, sur la base de liens clairs entre vous, entre votre hiérarchie et vous, ou entre votre supérieur et vous. Donc, à la matière, le problème ne se pose pas. Moi, je pense que les SE qui ont été révoqués font partie de cette génération de cadres qui n'arrivent pas encore à s'approprier les nouveaux modèles ou les nouveaux paradigmes dans lesquels surfent les gouvernances. Les temps où on peut frauduleusement agir, les temps où on peut contourner l'État, les temps où on peut agir en disant ici c'est le Bénin, rien de ce là, ces temps sont révoqués. Et donc les SE, ou même les maires, qui se maintiennent dans ces choses, ils vont être pris à leur propre piège. Mais on ne peut pas dire qu'on a tout éradiqué. Non. Les temps sont révolus, mais on n'a pas tout éradiqué. Et lorsqu'il reste une petite partie de choses à faire, beaucoup reste à faire. Donc, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, mais je pense humblement que en mettant la coercition à côté de la sensibilisation, de la communication de la sensibilisation, l'État aujourd'hui donne des gâchures, donne des développements harmonieux et surtout cohérents, où vous commettez une faute, vous devez en répondre. Vous sollicitez un mandat, vous allez devant l'électeur. Vous êtes de l'administration dans la commune, vous vous occupez de la gestion des affaires administratives et vous laissez les politiques gérer leur truc politique. Moi, je trouve que c'est au bout de ça, le bénéfice est clair. Merci à vous, Georges Anangono. Doit-on alors revoir le modèle, l'assouplir pour mieux l'adapter aux réalités locales? Bueno, à chaque évolution sociale, il faut une adaptation et il faut une remise à niveau des tests. Moi, je suis toujours ouvert à ce que je reste convaincu que à chaque évolution sociale, à un niveau de développement correspond des tests bien déterminés. Et donc, aucun test ne peut rester immuable. Je ne pense pas. Tout à l'heure, quand on parlait, je ne veux pas dire à sa place, mais Agapi trouvait que le fait d'aller tirer au sort, que lui trouve qu'on peut faire autrement. Donc, cela veut dire que c'est des améliorations qu'on ne pose de tête. Moi, je trouve que le maire ne sera plus tenu vraiment responsable de ses engagements vis-à-vis de ses élus à partir du moment où on lui a flanqué le SE. Donc, il y a que des réformes, des réflexions, des experts, moi j'appelle à ce niveau-là, des experts en la matière pour proposer au gouvernement
le moment venu, des améliorations qu'il faut porter aux tests qui nous gouvernent. Ça, c'est de façon générale. C'est pourquoi je n'aurais jamais bloqué. J'ai un ami qui me dit, qui dit souvent, je suis de la majorité et la loi qui a été votée est de la majorité. Donc, tant que ça marche pour nous, pour moi, c'est qu'on ne touche pas. Donc, je voudrais dire que le monde est évolutif et que même ce qui vous arrange aujourd'hui peut ne pas vous arranger demain. Et vous devez tenir compte de tout ça pour pouvoir prendre vos décisions dans la vie. Donc, nous sommes qu'à 4 ans d'exécution, de mise en exécution de la loi cadre et de ces réformes-là. Ce n'est pas 4 ans, c'est pas peu dans la vie d'un homme, c'est pas beaucoup non plus. Donc, c'est des moments qui nous permettent, on doit arriver à la maturité du test, on doit arriver à la maturité de l'expérience. Et quand on arrive à la maturité, avant d'arriver à la maturité de l'expérience, cela veut dire que successivement, nous avons donc corrigé des choses qui peuvent nous permettre aujourd'hui de dire, nous sommes arrivés à la maturité au niveau de ce test-là. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est pas à moi de le dire tout de suite. Je pense qu'il y a des spécialistes, il y a des experts en matière de décentralisation qui observent depuis 4 ans ce qui se passe dans le cadre de cette réforme-là et qui pourront opiner le moment venu. Je sais seulement qu'il n'y a pas de test parfait dans la vie de l'homme. Il faut toujours les revoir. Quand vous disiez tantôt qu'il faut revoir peut-être le recrutement, le mode de recrutement, est-ce que cela ne se justifie pas maintenant? Non, pas le mode de recrutement, le mode de désignation. De désignation. Pour moi, je continue de penser que je continue de penser que le maire, autorité politique, qui était confondu avec l'autorité administrative avant, doit pouvoir garder quand même quelques leviers, dont le pouvoir de nomination. Même si on lui impose un modèle, un rythme, un standard, le pouvoir doit rester à son niveau. Le terrain ne peut pas ça. Donc moi, je ne suis pas partisan de ce mode-là. Mais il est là, il faut l'appliquer. Sinon, je trouve qu'il y a beaucoup mieux que ça. On peut aller à la liste directe. Bon, avant, le maire nommait ces gens comme il veut. Il consultait peut-être de conseils, mais il nommait. Maintenant, on peut, au lieu qu'il nomme, lui faire une liste. Tout comme lui-même peut soumettre une liste à son autorité. Il peut soumettre une liste de dire non au préfet qui en choisit un. Ainsi de suite. Donc, moi, je pense que ces modèles sont mieux que le fait qu'on désigne par tirage au sort. Ça ne donne pas, à mon humble avis, la grande pertinence qu'on peut attendre de cette opération. Alors, Agapit Napoléon Maforik, est-ce qu'on peut dire que la séance d'échange du chef de l'État avec les élus communaux peut réellement changer quelque chose? Je disais tantôt, dans le cours du débat, que c'était pour moi une séance de travail, bon, que c'était pas une séance technique, c'était beaucoup plus une séance politique, c'est-à-dire faire un peu le point de la réforme, mais au regard des choix, au regard des options, au regard de l'évolution des conséquences liées à cela. Et on n'est pas dans l'appréciation point par point de telle fonction au regard de tel indicateur. Moi, je pense que cette séance était opportune. Elle a permis à chacun peut-être de redire ce qu'il avait envie de dire, ou bien de mieux dire ce qu'il voulait dire. Le problème qui se pose simplement, c'est quelle pourrait être la suite. Le chef d'État a déploré, bon, enfin, quelques déviances liées un peu à la mise en œuvre de cette réforme. Mais il est évident que lorsqu'on parle des hommes, il peut toujours avoir des déviances. Donc, du coup, il y en aura sans doute encore. C'est la première chose que je dirais. Il y en aura sans doute encore. Il est évident que tous les maires n'étaient pas vraiment dans l'économie de réforme. Certains ont été surpris et ont dû bouder sur du temps. Ce qui les gens soient pertinents et ont dû bouder et au point de ne pas toujours être là. Donc, ça fait partie également du jeu. Lorsque on travaillera à corriger un certain nombre de dysfonctionnements, il faut y penser également. Corriger les dysfonctionnements au niveau de ce que fait le maire, mais dysfonctionnements au niveau aussi de l'avènement des SE.
on peut corriger, parce que, comme je le dis, le maire, en 2000, quand il était élu, lui connaît l'étendue du pouvoir du maire. Mais le maire qui descend aujourd'hui en 2006 n'est pas le maire de 2000, parce que le maire de 2000 a eu plus de marge que celui de 2006, par exemple. Donc, cette marge, je pense que le peuple l'a adoptée. C'est le principe, puisque je l'ai élu maire. Il reste que c'est le même peuple qui vous adoube, c'est lui-même qui prend des lois qui limitent votre prérogative. Et donc, les prérogatives de cette mandature 2000-2006 ont été sérieusement bernées par, disons, réduites, amorties par l'avènement des secrétaires exécutifs et des cadres. Et donc, on peut au moins se réjouir que nous disposons d'un cadre législatif moderne. On peut se réjouir que la décentralisation est en marche. On peut se réjouir qu'au regard du budget que certains voudraient avoir, et que ceux qui sont quand même en place et essayent de faire vaille le travail, et que les maires essayent maintenant de se trouver leur chemin. Il ne s'agit pas de fabriquer des stars, il s'agit d'aller au développement. Et chacun essaie de trouver ce chemin, vaille pour le bonheur du pays. Merci, Georges Anagonou. Oui, mais l'intervention du chef de l'État, en fait, je me rappelle quand le chef de l'État disait que c'est à partir d'6 mois des élections qu'il sera actif. Je pense qu'aujourd'hui, il a besoin encore d'être beaucoup plus actif. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du bilan pour lui, de passer les réformes qu'il a impulsées dans chaque domaine et faire une séance comme ce qui a été fait avec les élus locaux. Parce que ce qui a été fait avec les élus locaux, d'une manière ou d'une autre, permettait, parce que vous l'avez dit, le chef d'État a déploré certaines choses. Autrement dit, ces choses-là, il faut les corriger pour que la réforme elle puisse apporter les améliorations que nous attendons. C'est ce que je puisse comprendre de l'intervention du chef de l'État. Bon, voilà, je ne veux pas aller sur l'autre où ça, c'est vraiment, effectivement, il a sa manière de faire et les choses qu'il n'a pas oublié ça dit que cette intervention qu'il a eue à ce séminaire et une petite déclaration, je pense d'une minute ou 1 minute 30, a envahi les réseaux sociaux, a envoyé les choses et a failli cacher au fait ce qu'il était réellement venu dire. Et là, aujourd'hui, nous avons l'occasion de dire que tout ce que le chef de l'État a dit, et puis bon, dans un séminaire, on présente seulement une partie du discours, ou bien le discours du chef de l'État, mais le séminaire même, en lui-même, certainement a permis aux gens de revoir le fonctionnement, de dire certaines choses par rapport à cette réforme que le chef de l'État a impulsée. Je voudrais dire que ces genres de séances permettent de remettre les choses à niveau, parce que c'est normal. Le chef de l'État file vers la fin de son mandat et il voudrait, comme il le dit souvent, que des choses restent. Pour que ça puisse rester, effectivement, il faudrait que dans chaque domaine, il faut qu'il fasse ces genres de séances pour remettre les choses en place, pour redonner, non mais même pas pour redéfinir, pour dire tel élément, vous ne devez pas les oublier, parce que ça va permettre de maintenir le cap, même après mon départ. C'est ce que je considère par rapport à cette séance qu'il a eu à faire. Et voir ce que nous avons développé jusqu'à présent, nous allons dans le sens de l'amélioration de cette réforme. Désormais, à la tête d'une mairie, il y a le maire qui est l'autorité politique, qui est l'élu, c'est vrai, mais à côté de lui, il y a le SE qui est là pour représenter l'administration centrale, et lui, il doit rester exclusivement technique et ne pas se mêler des actions politiques du maire, mais ne pas aussi empêcher le maire d'avoir des initiatives pour le développement local. Cela y dépend. Je me rends compte que nous parlons de séminaire. Moi, j'ai toujours gardé dans ma tête séance de travail. Ça fait 2 choses. Hein. Un séminaire, c'est pour l'acquisition de notions. Ça veut dire simplement qu'il doit avoir peut-être quelques communications, peut-être qu'il y a des réglages. Donc, sans doute, ça pourrait donner une suite. Ça pourrait donner une suite réglementaire. C'est-à-dire que, bon, des textes pour pouvoir corriger, ou même la loi, compléter la loi, je ne sais pas quoi, bref, on avance. Moi, je pense que la réforme est une très belle réforme. Je n'étais pas parti, je ne suis pas
je suis un analyste, donc je ne suis pas parti, je n'étais pas très emballé. J'estimais que le maire est l'autorité centrale. Il devait disposer de tous les pouvoirs et qu'on pouvait encadrer ses pouvoirs. Mais j'avais l'impression, effectivement, qu'on dépouillait le maire d'un levier important. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Voilà. Mais aujourd'hui, à l'évolution, je me suis rendu compte que ce n'est pas si mauvais. Et au contraire, c'est des réflexions dynamiques du genre qui peuvent nous amener au développement. C'est des réflexions dynamiques. C'est-à-dire analyser un problème et surtout le solutionner. C'est évident que si le maire est le patron seul de la commune, il n'est pas évident que tous les sous dégagés pour la commune y aillent. C'est un peu une manière de fonctionner qu'on connaît. Mais depuis quelques années, les choses commencent à évoluer. Donc, peu ou prou, c'est que la décentralisation va évoluer au point où on aura non seulement les élus locaux, communaux, mais un personnel administratif cohérent, efficace, techniquement au point, pour mener à bien les plans de développement communal. S'il n'y a pas de cadre bien formé pour les mettre en œuvre, on ne peut pas avoir les résultats escomptés. Et c'est cela que beaucoup vont garder en tête quand on appelle les résultats. Le président de la République, il croit en ces résultats, il croit en ce qu'il fait. Et ces réformes-là, on peut dire, c'est ces réformes à lui. Et c'est logique que, bon, vers la fin, il fasse peut-être le tour pour dire, bon voilà. La réforme survivra-t-elle? Pour moi, la réforme, il n'y a pas de raison que la réforme ne survive. Donc pour moi, on est parti pour 3-4 ans encore. Et des réglages permanents, des révisions régulières. On questionne la réforme, on questionne les faits sur le terrain. Ça permet de prendre les décisions idoines, c'est-à-dire de se défaire, corriger, se démettre, améliorer ce qui est là. Ça dépend. Oui, Georges Anagono, selon vous, la réforme pourra-t-elle quand même, après le chef de l'État, la réforme pourra-t-elle survivre? Je vous pose également la même question. Vous me posez une question à laquelle je réponds souvent. À laquelle je réponds souvent pour dire les réformes comme celles-là qui sont pertinentes vont rester. Moi, je ne veux pas parler des réformes politiques. Mais des réformes dans l'administration, des réformes sur le plan politique. Non, je voudrais dire concrètement sur un plan technique. Moi, je n'ai pas. C'est vrai, c'est pourquoi je ne me suis pas associé à cette association de développement de défense des réformes de talent, parce que pour moi, des réformes s'imposent d'elles-mêmes et ces réformes-là pourront nous conduire encore dans plusieurs années et dans notre pays si nous cherchons à améliorer nos résultats. Mais déjà, il ne faudrait pas qu'on fasse de l'ascenseur, il ne faut pas qu'on montre qu'on descend, il faut déjà que ce qui est là ne soit pas déjà déstructuré. Qu'est-ce que j'ai dit de contraire? Je dis les réformes pertinentes s'imposent d'elles-mêmes pour le développement et la survie de notre nation. Et moi, je n'ai pas peur, en réalité, sauf ceux qui viendront dire le mal pour le mal. Nous aussi, on va... D'ailleurs, l'homme a la pensée fertile du moins, d'accord? Mais il y a que on ne peut pas se lever et inventer tous les jours non plus. Vous voyez? Donc, la pensée humaine évolue. Et dans ces domaines, dans les différentes formes de réforme qu'on a, je donne juste un exemple. Regardez au niveau des infrastructures, la qualité des routes qu'on fait aujourd'hui et qui nous rassure qu'on va encore les conserver pendant longtemps. Est-ce que demain, on va retomber dans la médiocrité? Je pense que ce ne serait pas le cas. Donc du coup, je le dis souvent, le Béninois se lève seul aujourd'hui et il va payer ses impôts. Il va se mettre en règle vis-à-vis de la fiscalité dans notre pays. Et quelqu'un qui viendra et bloquer ces choses-là n'aime vraiment pas notre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette réforme, elle a du chemin à faire. Et que demain on puisse la corriger ne signifie pas qu'on est en train de mettre en cause la réforme qui a été mise en cause, a été introduite aujourd'hui. Ainsi aussi pour plusieurs réformes que le président actuel a amenées. Moi je disais, pour finir par là, lorsqu'on a amené microcrédit dans ce pays, c'est une réforme.
D'accord? Mais ça continue de faire son chemin, malgré que Yaïbouni est parti depuis. Donc voilà, c'est comme ça que beaucoup aussi, d'autres éléments viendront faire avancer notre République. Et ce qui fait avancer la République, on ne peut pas l'effacer. La chance que celui qui l'a imposé, à chaque fois, on dira la réforme talon dans tel domaine, la réforme talon dans tel domaine, c'est ce que le chef de l'État peut nous laisser pour l'avenir. Merci à vous, Georges Anangono. Mesdames et messieurs, 4 ans après son lancement, la réforme censée professionnaliser la gestion communale et assainir la gouvernance locale fait face à ses premières grandes secousses. Les cas de révocation à Djara, Tukuntuna et Tanguieta révèlent des limites structurelles dans la mise en œuvre de la réforme. Le débat de ce soir l'a montré. Si l'objectif de professionnalisation reste pertinent, les modalités d'application méritent d'être interrogées. Et c'est justement ce qu'a fait le chef de l'État dans son séminaire avec les 77 maires et élus locaux. Plus qu'un changement de visage, c'est un changement de culture qui est visé à travers la réforme. Et nous espérons que ce forum politique vous aura apporté plus d'éclaircissement. Nous remercions nos invités, Agapite Napoléon Maforican, consultant politique, toujours disponible pour le débat du forum politique. Merci à vous. Et Georges Anangono, socio-anthropologue. Merci également à vous. Ouais, merci. J'ai dit à Joël seulement que l'homme propose, Dieu dispose. Encore une manière pour lui de retenir avec moi qu'il est nécessaire de remettre sa vie à Dieu. Et il aurait voulu, pour un thème comme ça, expert en gouvernance, qu'il aurait pu participer, mais j'espère que je n'ai pas dit des choses qui vont le faire tourner dans son Comme on le disait, la réforme évolue et on aura certainement à la voir sur... Au prochain rendez-vous, tu pourras dire tout ce que tu veux, mais moi, j'ai profité de ton absence pour faire l'expert devant Agapite. Je suis canalisé, Georges. Merci à vous également, chers téléspectateurs, qui ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Nous vous suivons sur nos différentes plateformes. Vos commentaires, nous les lisons. Merci à vous. Alors, retrouvez cette émission en rediffusion demain, jeudi 19 juin 2025, toujours à la même heure, 21h30. Et nous allons vous donner rendez-vous encore pour le mercredi prochain pour un nouveau numéro du Forum politique. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous rappelle, nous sommes en direct du studio François-Xavier Nouman.